Je m'appelle Steven Moral, j'ai 32 ans, un homme ordinaire essayant de s'accrocher à la vie à San Antonio, au Texas. Mon travail était gestionnaire des opérations d'entrepôt dans une entreprise de logistique appelée Translogix. Pas un grand travail de rêve, mais c'était assez stable pour payer mes factures et envoyer un peu d'argent à mes parents chaque mois. Je me suis toujours targué d'être prudent, vérifiant chaque expédition, planifiant tout en détail, m'assurant que tout fonctionnait à temps. Mais ensuite, un incident interne a tout changé, et j'ai été ouvertement piégé. Ce jour-là, la chaleur de San Antonio était torride. Une grosse cargaison, des appareils électroniques fragiles d'un client VIP, était en cours de livraison. J'avais planifié le transport méticuleusement, un itinéraire sûr, un camion spécialisé, vérifier la météo pour éviter les orages. Mais Jacques, mon collègue lèche-bot, qui était jaloux parce que j'avais été promu avant lui, a secrètement tout changé. Il a envoyé un email au chauffeur lui disant de prendre un raccourci pour économiser du temps et des coûts sans me dire un mot. Je ne l'ai découvert que lorsque la cargaison est arrivée. La moitié avait été trop violemment secouée. Écran brisé, circuits imprimés ruinés. Le client est devenu fou furieux, appelant et criant, exigeant des milliers de dollars de dédommagement. L'entreprise était dans le chaos, et une réunion interne a été convoquée immédiatement. Je suis entré dans la salle de réunion le cœur battant, des sueurs froides perlant malgré la climatisation à fond. Mon patron, Monsieur Harlan, était assis en bout de table avec une expression sombre, tenant le rapport comme une condamnation à mort. Jacques était assis à côté de lui, les yeux baissés, mais je savais qu'il souriait intérieurement. « Steven, expliquez-vous » a dit Monsieur Harland, sa voix glaciale. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Monsieur, ce n'était pas de ma faute. Jacques a changé l'itinéraire de son propre chef. J'ai l'email comme preuve. Il l'a envoyé au chauffeur sans passer par moi. Je l'avais averti des risques, mais il l'a ignoré. J'ai tenu mon téléphone, ouvert le fichier email, zoomé pour que tout le monde puisse voir clairement. Mon cœur battait plus vite, espérant que la justice prévaudrait, qu'il verrait la vérité. Mais alors Jacques a pris la parole, sa voix douce. Steven est le gestionnaire. Il porte la responsabilité principale. Je ne faisais que suivre sa suggestion. Peut-être qu'il a oublié. Il a même entraîné quelques collègues comme témoins, les gars qui allaient toujours boire avec lui, et ils ont hoché la tête vigoureusement. Ouais, Jacques a raison. Le sang m'est monté au visage, ma gorge s'est serrée. Non, c'est une preuve claire. J'ai crié, mais Monsieur Harlan a secoué la tête. Nous avons examiné la situation. Vous êtes responsable, Steven. L'entreprise doit dédommager le client, et vous aurez une amende de 5 000 $ déduite de votre dernier chèque de paie. 5 000 $? C'était de l'argent que j'avais économisé pendant 3 mois, maintenant disparu à cause d'un mensonge. Le sang m'est monté au visage à nouveau, ma gorge s'est serrée. Je savais que Monsieur Harland favorisait Jacques parce qu'il était le neveu d'un actionnaire majeur. Où était la justice? J'ai quitté la salle de réunion d'un pas lourd, ayant l'impression que le monde entier riait de moi. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. J'ai essayé de rassembler plus de preuves, imprimant des emails, enregistrant des conversations avec le chauffeur, écrivant même une plainte formelle au conseil d'administration. Chaque nuit, je restais éveillé, mon esprit tournant avec les pires scénarios. Perdre mon travail, perdre ma maison, tout perdre. Mon cœur s'emballait chaque fois que j'ouvrais un email de l'entreprise, craignant de mauvaises nouvelles. Et puis le mercredi fatidique est arrivé. Je suis entré dans le bureau. L'atmosphère était lourde. Monsieur Harlon tenait le papier de licenciement avec un visage sans émotion. « Steven, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat », a-t-il dit, sa voix plate comme s'il lisait le bulletin météo. Je n'ai pas pleuré, n'ai pas crié, j'ai juste hoché la tête. Je comprends, mais à l'intérieur je me brisais. J'ai tranquillement emballé mes affaires personnelles. Mon bureau était vide, une vieille tasse à café fissurée, quelques carnets avec des horaires, et une photo de famille que je regardais rarement. Mes parents et mon jeune frère, Matteo, souriant brillamment. Les collègues me regardaient froidement. Certains chuchotaient, je t'avais dit qu'il finirait par se faire virer. Comment laisse-t-on une chose pareille arriver en tant que gestionnaire? J'ai tout entendu mais je n'ai pas réagi. J'ai porté le carton hors de l'entreprise. Le soleil brûlant de San Antonio frappait mon visage, piquant mes yeux. Dans le bus pour rentrer chez moi,
je me suis assis recroquevillé dans un coin, l'esprit vide. Et maintenant? Pas de travail, pas d'argent, juste la honte. De retour dans mon petit appartement loué en périphérie, murs moisis, bruit constant de la circulation toute la nuit. J'ai poussé la porte, jeté le carton par terre et me suis effondré sur le vieux canapé. La dure réalité a frappé immédiatement comme un coup de poing au visage. J'ai ouvert mon application bancaire. Seulement $200 restants. 3 mois de retard de loyer, totalisant $2100. La propriétaire m'avait averti 2 fois, sa voix devenant plus dure. Carte de crédit approchant sa limite de $3000 avec des intérêts exorbitants. Facture de service public en retard s'accumulant, $150 d'électricité, $80 d'eau, $70 de gaz. Malgré tout, j'avais quand même envoyé de l'argent à mes parents chaque mois. Mes parents, Carlos et Rosa Moral, vivaient dans un vieux quartier de San Antonio. Pas riche, mais j'ai toujours senti que c'était mon devoir. Même si je devais emprunter à des amis ou réduire la nourriture, je l'envoyais. Et maintenant? Pas de revenus, pas d'argent à envoyer ce mois-ci. Ma poitrine semblait lourde comme une pierre appuyant dessus, rendant la respiration difficile. Je me suis assis là, sortant un carnet pour calculer chaque chiffre. Mon stylo tremblant sur le papier, dette de loyer, carte de crédit, presque au max, facture. J'ai essayé de penser à des options. Si je réduisais la nourriture à juste des nouilles instantanées et du pain, peut-être tenir 2 semaines, emprunter plus à des amis. Mais qui prêterait maintenant? Je leur dois déjà $500. J'ai envisagé de vendre des choses. Mon vieil ordinateur portable pourrait rapporter un peu d'argent, mais sans lui, comment chercherais-je un emploi? Chaque option menait à une impasse. Pas de revenus, pas de vraies économies. Les derniers $1000 étaient partis dans le paiement de carte de crédit du mois dernier. Je me tenais la tête, la sueur coulant même si c'était le soir. L'anxiété me submergeait. Je m'imaginais expulsé, errant dans les rues, dormant sous un pont. Non, je devais me ressaisir. J'ai essuyé mon visage, me suis levé, et ouvert mon ordinateur portable et ai commencé à postuler pour des emplois. Les jours suivants ont été un enfer sur Terre. J'ai postulé partout, grandes et petites entreprises de logistique, entrepôts, même des postes de chauffeur-livreur avec un salaire inférieur. J'ai imprimé des CV, édité chaque mot, soulignant mes 8 ans d'expérience dans l'industrie. Mais rejet après rejet. Premier entretien dans une petite entreprise du centre-ville. Je suis arrivé tôt portant mon vieux costume mais propre, forçant un sourire. La recruteuse, une femme d'âge moyen, a scanné mon CV. Votre dossier montre un licenciement récent. Pourquoi? J'ai expliqué clairement l'incident et les preuves, mais elle a secoué la tête. Nous avons besoin de quelqu'un de fiable. Merci. Je suis parti le cœur battant. Une pluie battante tombait, me trempant complètement. Deuxième, troisième entretien. Le désespoir grandissait. Le marché du travail était sombre. Récession post-pandémique. Les postes de gestion d'entrepôt étaient presque gelés. Chaque rejet apportait un échec plus lourd. Je m'effondrais sur le lit, haletant, pensant à un avenir sombre. Pas d'appétit, pas de sommeil. J'ai perdu 5 livres en une semaine. À la fin du mois, tout s'est effondré complètement. La propriétaire, Madame Ramirez, une vieille femme irritable aux cheveux blancs, a martelé à la porte à 20 heures. Steven, vous devez partir maintenant. Plus d'extension. Vous devez trop, a-t-elle crié, le visage rouge, les clés tintant dans sa main. J'ai ouvert la porte, la voix tremblante. Madame Ramirez, juste quelques jours de plus. Je cherche du travail. Je paierai tout. Mais elle a secoué la tête. Non, vous continuez à promettre et ne payez jamais. Sortez ou j'appelle la police. J'ai emballé mes quelques affaires. Quelques vêtements, un ordinateur portable, une vieille valise, pas d'argent en poche, batterie de téléphone mourante, nulle part où aller. Je me tenais dans la chambre, les larmes coulant. Est-ce cela que ressent le vrai désespoir? Pas d'amis proches, pas de petit ami, juste moi me battant seul. À ce moment-là, dans la pièce sombre, j'ai pensé à mes parents. C'était le seul endroit qui restait, même après des années de distance. Ils ont toujours favorisé mon jeune frère, Matteo. Il était intelligent, avait un bon travail, gâté depuis l'enfance alors que je devais me débrouiller seul.
Mais sûrement ils ne laisseraient pas leur fils mourir de faim. Avec un mince espoir, j'ai conduit ma vieille voiture, un moteur Ford 1990 cliquetant comme s'il allait mourir, jusqu'à la maison de mes parents. Le long trajet à travers les rues sombres, l'humeur lourde comme du plomb. Honteux de revenir en échec, mais espérant qu'il me laisserait rester temporairement. La voiture a failli tomber en panne à mi-chemin, de la fumée sortant du capot. Je me suis arrêté, les réparer à la hâte, les mains tremblantes, craignant d'être bloqué la nuit. Finalement, j'ai tourné dans la rue familière. Des maisons délabrées, des lampadaires jaunes faibles projetant un accueil froid. Quand j'ai poussé la porte, l'odeur familière de nourriture m'a frappé. Tortillas chaudes, viande grillée et rires joyeux. Mes parents discutaient joyeusement avec Matteo comme une famille vraiment heureuse. Matteo, 28 ans, en chemise propre, racontant des histoires de travail avec un sourire éclatant. Ils ont été surpris de me voir apparaître à l'heure du dîner. Steven, pourquoi es-tu là si soudainement, a demandé ma mère, Rosa, la voix légèrement inquiète, mais devenant rapidement méfiante. Mon père, Carlos, a arrêté de mâcher, me fixant. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. J'ai perdu mon travail, maman et papa. Un collègue m'a saboté. Maintenant j'ai perdu mon appartement aussi. Je demande à rester juste quelques jours pendant que je trouve quelque chose de nouveau. J'ai expliqué clairement, gardant une attitude humble et digne, ne voulant pas ressembler à un mendiant. Mais mon père a explosé immédiatement, le visage devenant rouge, claquant la table. Perdu ton travail encore? Tu es inutile, Steven. Faible. C'est pour ça que les gens te marchent dessus. Ça prouve que tu as été un raté depuis que tu es petit. Né pour perdre. Ces mots ont coupé mon cœur comme des couteaux. La douleur m'a presque mis à genoux. Ma mère ne l'a pas arrêté. Au lieu de cela, elle en a rajouté, la voix perçante. Tu prévois d'être un parasite. Tu es une honte pour la famille. Regarde Matteo. Il est indépendant depuis toujours. Ne nous a jamais déçus. Matteo a souri moqueusement. Grand frère, ta tragédie est hilarante. Venir ici pour mendier ou prévoir de profiter et continuer d'être un fardeau. À ce moment-là, j'ai réalisé que la chaleur que j'avais sentie plus tôt, les rires, les odeurs de nourriture, la lumière douillette n'avaient jamais été pour moi. J'étais juste un figurant apparaissant au mauvais endroit, au mauvais moment. Mes parents m'ont renié, me mettant à la porte. Sors et ne reviens jamais. Nous n'avons pas de fils comme toi. Mon père a crié, pointant la porte. Je me suis retourné silencieusement, suis sorti dans la nuit, trébuchant dans les escaliers, les jambes lourdes comme du plomb. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais vraiment pas de famille vers qui me tourner. La voiture a démarré avec son bruit de cliquetis. J'ai conduit sans but à travers la fin de soirée, les larmes brouillant les rues, ne sachant pas où l'avenir me mènerait. J'ai conduit cette vieille voiture loin de la rue familière, l'endroit que j'avais autrefois pensé être mon dernier refuge de paix. Mon esprit était presque inconscient, complètement vide. Pas de destination, pas de plan du tout. J'ai juste laissé la route me tirer en avant comme un bateau dérivant sans but en pleine mer. Les lampadaires jaunes faibles glissaient devant les fenêtres de la voiture, projetant de faibles traînées de lumière sur mon visage, reflétant la douleur qui me rongeait de l'intérieur. Mon cœur battait lentement, lourdement, comme si toute ma force avait été drainée après cette confrontation. Les larmes coulaient encore sur mes joues, mais je ne les ai pas essuyées. Je les ai laissées sécher naturellement. San Antonio, la nuit était inhabituellement calme avec seulement le bruit cliquetant du moteur et le vent sifflant à travers la fenêtre fissurée. J'ai pensé à m'arrêter quelque part pour dormir dans la voiture, mais j'ai ensuite rejeté l'idée. À quoi bon dormir quand mon esprit continuait de tourner avec les mots de réprimande de mon père, le rire moqueur de Matteo et le regard froid de ma mère? Plus je conduisais loin, plus mes émotions commençaient à monter comme un courant sous-marin. Pas de la colère, mais un vide glacial. Ce n'est qu'après que la porte se soit refermée derrière moi que j'ai réalisé que j'avais placé mon espoir au mauvais endroit. Et cette amertume est venue lentement mais profondément. Puis des souvenirs longtemps enfouis se sont soudainement agités, glissant à travers la coquille engourdie, et l'image de mon grand-père, Antonio Moral, a émergé plus clairement que quiconque. Mon grand-père, l'homme grand aux cheveux blancs comme neige et au sourire chaleureux, avait toujours été mon seul soutien dans une enfance pleine de privations. Il n'était pas riche, juste un mécanicien automobile ordinaire dans le vieux quartier. Mais il avait un grand cœur, assez grand pour embrasser un petit-fils négligé comme moi.
Je me souviens très bien de ces après-midi d'été étouffants à San Antonio quand j'avais 8 ans. Mes parents étaient occupés par le travail, ou plus exactement, occupés avec Matteo, le frère nouveau-né qu'ils gâtaient comme un trésor. J'étais souvent envoyé chez mon grand-père, non pas parce qu'il pensait que c'était bon pour moi, mais parce que c'était le moyen le plus pratique pour eux d'éviter de s'inquiéter pour moi. Ils m'accueillaient avec une étreinte serrée, la faible odeur d'huile moteur et de savon persistant. Mon petit-fils est là. Tu veux m'aider à réparer des voitures aujourd'hui? Il souriait et m'entraînait dans le petit garage derrière sa maison. Ces après-midi-là, je m'asseyais à côté de lui, apprenant à serrer des boulons, changer des pneus, l'écoutant raconter des histoires sur sa vie. Il parlait de sa patrie au Mexique, de ses aventures de jeunesse, et finissait toujours par des conseils. La vie n'est pas juste, Steven, mais tu dois être fort. Ne laisse personne définir ta valeur. Il ne m'a jamais comparé à Matteo, ne m'a jamais critiqué pour ne pas exceller à l'école ou au sport. Pour lui, j'étais Steven, le petit-fils qu'il aimait inconditionnellement. Mais ces beaux souvenirs étaient toujours entrelacés avec la douleur de ma famille. Je me souviens de mon 10e anniversaire. Mes parents ont organisé une grande fête pour Matteo. Même si son anniversaire était passé 2 mois plus tôt, ils ont acheté un gâteau, des ballons, invité des amis. Pour moi, ils n'ont offert qu'un vœu précipité. J'ai couru chez mon grand-père, en sanglotant. Il m'a serré dans ses bras, a essuyé mes larmes. Ne sois pas triste, mon cher garçon. Papy a un cadeau pour toi. Il m'a donné une voiture jouet qu'il avait fabriquée lui-même à partir de chutes de bois peintes en rouge vif. C'est ta voiture. Personne ne peut te l'enlever. À ce moment-là, je me suis senti vraiment aimé, pas à cause de réalisation ou de comparaison. Il était le seul à voir ma solitude, qui comprenait que derrière mon extérieur calme, j'endurais le favoritisme de mes propres parents. Alors que les émotions montaient plus haut, j'ai ralenti la voiture, mon cœur s'emballant avec le flot de souvenirs. Tard dans la nuit, les rues étaient désertes, seul un camion occasionnel passait avec des phares aveuglants. J'ai pensé aux paroles d'adieu de mon grand-père il y a 8 ans avant qu'il ne meure d'une maladie cardiaque. C'était une soirée pluvieuse. Il était allongé dans le lit d'hôpital, serrant ma main fermement. Sa voix était faible mais ferme. Steven, si un jour tu tombes dans une impasse totale, un désespoir sans issue, ouvre le coffre que je t'ai laissé. C'est quelque chose que j'ai gardé juste pour toi. Je n'ai pas tout compris alors, j'ai juste hoché la tête, pensant que c'était la maladie qui parlait. Il m'a donné le petit coffre verrouillé et a dit, le code est ton anniversaire. Ne l'ouvre pas tôt, seulement quand tu en auras vraiment besoin. Je l'ai gardé pendant des années, fourré au fond de ma valise comme un souvenir, sans jamais y toucher de peur de le décevoir. Maintenant, au cœur de la nuit, ces mots résonnaient comme un murmure du passé. Qu'est-ce qu'il me restait à perdre? Travail perdu, maison perdue, famille perdue. C'était l'impasse totale dont il parlait. Mon cœur battait la chamade, un mélange d'excitation et de faible espoir. J'ai décidé de m'arrêter sur un bord de route désert, une route de banlieue bordée d'épais buissons et du chant incessant des insectes. Moteur éteint. L'obscurité enveloppait tout. Seulement un faible clair de lune filtrant à travers le pare-brise. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai ouvert le coffre. Mes maigres affaires de l'appartement, quelques vêtements, un ordinateur portable et la vieille valise qui m'avait suivi à travers de nombreux déménagements. Mes mains tremblaient en sortant la valise, en la déverrouillant et en fouillant au fond. Mon cœur battait plus vite, comme si je creusais pour un trésor enfoui. Où est-il? Ne me dites pas que je l'ai jeté, ai-je chuchoté pour moi-même, la sueur perlant malgré la nuit fraîche. Finalement, sous les vêtements froissés, j'ai soulevé le petit coffre couvert de poussière. Il était plus lourd que dans mes souvenirs, environ de la taille d'une boîte à chaussures. Sa surface en bois autrefois polie était maintenant ternie par l'âge. J'ai brossé la poussière. Elle s'est envolée en nuages, me faisant tousser. De retour sur le siège conducteur, j'ai allumé la lumière intérieure. La faible lueur jaune illuminait le coffre. Le code était mon anniversaire. Mes mains tremblaient légèrement en tournant les molettes, le cœur battant comme un tambour. Et si je ne l'ouvre pas? Et si ce ne sont que de vieux souvenirs à l'intérieur? J'ai hésité, mais en pensant à ma situation actuelle, pas d'argent, pas d'endroit où rester, j'ai appuyé fermement. La serrure s'est ouverte avec un claquement sec comme un murmure d'outre-tombe. J'ai failli laisser tomber le coffre d'excitation. Le couvercle s'est ouvert lentement,
révélant une carte bancaire noire élégante placée soigneusement à l'intérieur, brillant sous la lumière, et une lettre manuscrite jaunie par l'âge. Le papier délavé, mais portant l'écriture familière de mon grand-père. J'ai d'abord pris la lettre, les mains tremblant encore, et je l'ai lue à la faible lumière du bord de route. Les mots apparaissaient un par un, l'écriture tremblante mais pleine d'amour. Mon cher Steven, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as atteint le moment où tu en as le plus besoin. J'ai tout observé en silence pendant que tu grandissais. Je connais les injustices que tu as endurées. Le favoritisme de tes parents envers Matteo, leur indifférence quand tu avais besoin d'aide, les blessures dont tu n'as jamais parlé de peur de les contrarier. Tu n'as jamais été faible, mon petit-fils. Tu es plus fort que quiconque je connaisse. Tu n'as juste jamais eu une famille juste, une où tout le monde est aimé également. J'ai lu avec les larmes aux yeux, chuchotant les mots à voix haute. Il a continué en détail. Je me souviens des fois où tu courais au garage en pleurant parce que tu avais été injustement grondé parce que tu n'avais pas de jouets comme ton frère. Je t'ai vu devenir indépendant jeune, faisant des petits boulots pour subvenir à tes besoins, envoyant de l'argent à la maison même quand tu avais du mal. Tes parents avaient tort, mais je ne pouvais pas les changer. Ce coffre n'est pas une récompense. C'est la protection finale que je pouvais donner au petit-fils en qui je croyais le plus. Utilise-le pour recommencer, Steven. Je suis fier de toi. Je suis resté figé sur le siège conducteur, les émotions emmêlées entre une profonde émotion et la stupéfaction. Ému parce que mon grand-père me comprenait mieux que quiconque, même mieux que moi-même. Stupéfait par la carte noire toujours dans le coffre, une carte bancaire premium avec un logo brillant. Qu'est-ce que c'était? De l'argent? Un héritage? Je l'ai prise, en la retournant, mon cœur battant plus vite que jamais. Ma vie était peut-être sur le point de prendre un tournant complètement différent, bien que je n'ai aucune idée de ce qui m'attendait. Cette nuit-là, assis dans la voiture sur la route vide, j'ai ressenti une faible étincelle d'espoir, mais aussi plein d'anxiété. Était-ce une bouée de sauvetage ou juste une dernière illusion? Les souvenirs de mon grand-père étaient la seule chose qui me gardait alerte à ce moment-là. Grand-père Antonio n'était pas juste un grand-père. Il était comme un second père. Quand j'avais 12 ans, mes parents se disputaient amèrement pour l'argent et j'ai été envoyé vivre avec lui pendant un mois complet. Il m'a appris à réparer des voitures, mais plus que ça, il m'a appris la vie. Tu vois, Steven, une voiture cassée peut être réparée, mais un cœur brisé est plus dur. Ne laisse personne briser ton cœur. Il racontait des histoires sur ma grand-mère décédée jeune et comment il avait surmonté la douleur par le travail et l'amour familial. Il prenait toujours du temps pour moi, écoutant mes histoires sur l'école, sur le fait d'être intimidé parce que je portais de vieux vêtements. Tu n'as pas besoin de richesse pour être heureux. Connais juste ta propre valeur. Ces mots résonnaient maintenant, me faisant sangloter dans la voiture. Mais les souvenirs étaient aussi pleins de douleur. Je me souvenais quand il était gravement malade. Mes parents ne lui ont rendu visite que brièvement parce que toute leur attention et leur argent allaient au court voyage d'études de Matteo à l'étranger. Je suis resté à ses côtés tout le temps, tenant sa main jusqu'à la fin. Avant de fermer les yeux, il a chuchoté, le coffre. Souviens-toi, Steven? J'ai hoché la tête à travers les larmes, mais je n'ai pas tout compris. Puis maintenant je comprenais. Il avait prévu mon avenir, voyant comment l'injustice me pousserait au bord du gouffre. En ouvrant le coffre, j'ai senti qu'il était là à côté de moi, comme un esprit protecteur. Les larmes persistaient sur mes joues. Mais maintenant, elles n'étaient pas seulement de tristesse. Elles étaient pour la chaleur de la lettre de mon grand-père et la vague anxiété à propos de ce qui allait arriver. J'ai réalisé qu'à partir de ce moment, ma vie pourrait être sur le point de prendre une direction complètement différente. Bien que je n'ai aucune idée de ce qui m'attendait, un avenir plein de surprises ou juste une autre déception. Cette nuit-là, le sommeil est venu par intermittence, rempli de rêves de mon grand-père souriant du passé et d'un avenir brumeux où tout pourrait changer en un instant. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur la banquette arrière de ma vieille voiture, le corps endolori par la position de sommeil exigu. La lumière du soleil de San Antonio filtrait à travers les fenêtres, aveuglante, me forçant à plisser les yeux. Mon esprit était encore lourd du sommeil agité, hanté par des rêves récurrents de mon grand-père. Il souriait gentiment, montrait le coffre, puis disparaissait dans l'obscurité. Je me suis assis, j'ai essuyé mon visage avec ma manche et j'ai regardé le parking public désert. Rien n'avait changé. J'étais toujours moi, toujours dans la voiture cliquetante, toujours avec mon maigre sac d'affaires.
Mais dans ma poche, la carte noire et la lettre de mon grand-père étaient tranquillement présentes, comme un rappel qu'aujourd'hui pourrait être différent. J'ai apporté la carte noire à la banque avec un mélange de scepticisme et d'accrochage à un faible espoir. Je pensais que quel que soit le montant que mon grand-père avait laissé, même si ce n'était que quelques centaines ou au mieux quelques milliers, cela m'aiderait à survivre à cette période difficile. Louer une chambre bon marché, acheter de la nourriture, chercher un emploi. Ce serait suffisant. J'ai conduit jusqu'à la succursale bancaire la plus proche, un bâtiment en verre moderne au centre-ville de San Antonio, où j'avais ouvert mon compte de paie il y a quelques années. Mon cœur battait la chamade en entrant. L'air frais de la climatisation s'est précipité sur moi, mélangé à l'odeur de paperasse et de café. Les guichets étaient occupés, les gens faisaient la queue et murmuraient. J'ai choisi la file la plus courte, me tenant derrière une femme âgée retirant de l'argent. Ma main serrait fermement la carte noire dans ma poche, la sueur perlant même s'il ne faisait pas encore chaud. Et s'il n'y a rien? Ou si c'est juste une vieille carte expirée? Je me demandais, mes jambes tremblant d'anxiété. Finalement, c'était mon tour. La guichetière, une jeune femme nommée Maria, selon son badge, a souri poliment. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» J'ai pris une profonde inspiration, sorti la carte et l'ai placée sur le comptoir. « Bonjour, j'ai cette carte laissée par mon grand-père. J'aimerais vérifier le compte lié. » Ma voix tremblait un peu alors que j'essayais de rester calme. Maria a pris la carte, l'a retournée, puis l'a passée dans le lecteur. Son expression a changé visiblement de polie à prudente, ses yeux s'écarquillant. Elle m'a regardé plus attentivement, puis a chuchoté quelque chose au collègue à côté d'elle. Mon cœur battait plus vite, l'inquiétude montait. Y a-t-il un problème? Est-ce faux? Pensais-je, des sueurs froides perlant sur mon dos. Maria s'est levée. Veuillez patienter un instant. Je dois contacter le directeur. Elle a composé un numéro interne, sa voix douce mais urgente. Je me tenais là, ayant l'impression que tous les yeux de la banque étaient sur moi. J'étais tellement confus et anxieux que je me demandais si c'était la dernière blague de la vie sur moi. Moins de 2 minutes plus tard, le directeur de la banque est apparu rapidement par la porte arrière. Un homme d'âge moyen dans un costume soigné nommé Monsieur Thompson, selon son badge. Il a pris la carte de Maria. L'a examinée attentivement sous une loupe, puis m'a regardé avec respect et sérieux. « Monsieur Morale, n'est-ce pas? Veuillez me suivre dans une salle privée. » Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose d'inhabituel, pas le ton poli habituel. J'ai hoché la tête et l'ai suivi dans le couloir, mon cœur battant comme un tambour. La salle privée était petite mais luxueuse. Des chaises en cuir souple, un bureau en bois poli. Je me suis assis, serrant fermement les accoudoirs, attendant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela arrive-t-il? Me demandais-je, la gorge sèche de nervosité. Là, Monsieur Thompson s'est assis en face de moi et a placé la carte sur le bureau. Steven, ceci est une carte bancaire premium liée à un compte d'héritage légitime établi au nom d'Antonio Morale. Il a ouvert ce compte il y a de nombreuses années et vous a désigné comme unique bénéficiaire. J'écoutais, mais mon esprit était encore brumeux. Héritage. Compte premium. J'ai hoché la tête, ma voix petite. Oui, mon grand-père me l'a laissé. Mais qu'y a-t-il dedans? Monsieur Thompson a souri faiblement et a ouvert son ordinateur portable. Laissez-moi vérifier les détails. Avez-vous une pièce d'identité? J'ai remis mon permis de conduire. Il a entré les informations, puis s'est arrêté, les yeux s'écarquillant. Oh, c'est un montant substantiel. Mon cœur battait plus fort, l'excitation montait. Il a tourné l'écran vers moi. Il contient plus de 4,2 millions de dollars US en espèces ainsi que la pleine propriété d'un portefeuille d'investissements associés dans l'immobilier. La valeur totale dépasse 9 millions de dollars, y compris des actions, des obligations et plusieurs propriétés au Texas et au Mexique. J'étais complètement abasourdi. Mon esprit vide. 4,2 millions de dollars, plus de 9 millions de dollars au total. Les chiffres résonnaient dans ma tête comme des explosions. Je ne pouvais pas traiter immédiatement la réalité que ce que mon grand-père avait laissé dépassait de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Impossible. Il n'était qu'un mécanicien, ai-je chuchoté, la voix tremblante. Monsieur Thompson a hoché la tête. Il a investi judicieusement tout au long de sa vie, commençant petit et accumulant.
Tout est légal, et maintenant tout vous appartient. Comme Monsieur Thompson expliquait, j'ai demandé, comment mon grand-père avait-il autant d'argent? Il a répondu, il a investi dans des actions dès son plus jeune âge, acheté des terrains bon marché et les a vendus pour faire du profit. Tous les dossiers sont clairs. J'étais choqué. Mon grand-père avait toujours vécu simplement, ne se vantant jamais. Je me souvenais quand il me donnait 20 $ pour acheter des livres et que mes parents le grondaient. Ne le gâte pas, mais il souriait juste. Il le mérite. Maintenant je comprenais. Il se préparait pour moi depuis le début. Je me suis assis là, figé, les larmes coulant à nouveau. Pas de tristesse, mais d'un choc accablant. Ma vie, de celle d'un raté, m'avait soudainement transformé en millionnaire. L'excitation mêlée à la peur. Était-ce une erreur? Ensuite, nous avons terminé la vérification d'identité, les droits de succession et les procédures de transfert. J'ai signé les papiers avec des mains tremblantes, écoutant alors qu'il expliquait les comptes et la gestion. Tout s'est passé rapidement et professionnellement, mais pour moi, cela ressemblait à un rêve. Finalement, je suis devenu officiellement le propriétaire complet de tout ce que grand-père Antonio avait tranquillement accumulé au cours de sa vie. Monsieur Thompson m'a serré la main. Félicitations, Steven. C'est un nouveau départ. J'ai hoché la tête et j'ai quitté la banque dans un état second, mes pieds touchant encore le sol, mais ayant l'impression que ma vie avait été propulsée sur un chemin complètement différent en une seule matinée. Assis dans la voiture, je n'ai pas démarré le moteur tout de suite, je suis resté assis là à fixer la carte maintenant activée. Un flot de joie et de submersion m'a inondé. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais plus au bas de la société. Plus écrasé par les factures ou les regards méprisants. Mon cœur battait la chamade. Ma respiration s'accélérait. Étais-je vraiment riche maintenant? Je pouvais acheter une maison, une voiture, vivre sans dette. Mais alors, à ce moment-là, les souvenirs de mon enfance pauvre se sont écrasés sur moi comme une inondation, m'étouffant. Je me souvenais des années de privation matérielle quand mes parents versaient toutes leurs ressources sur Matteo. Dès mon plus jeune âge, j'ai su ce qu'était la pauvreté. Nous vivions dans un bidonville de San Antonio, murs moisis, toit fuyant dès qu'il pleuvait. Mon père travaillait dans la construction, ma mère cousait à la maison. L'argent était toujours serré, mais le meilleur de tout allait toujours à Matteo, mon jeune frère, le bébé gâté de la famille. Pour son anniversaire, ils achetaient un gros gâteau, invitaient des amis. Pour le mien, juste un œuf dur et un vœu rapide. Nouveaux vêtements, toujours pour Matteo. Je portais des vêtements usagés pleins de trous. Cours supplémentaires. Matteo avait des cours d'anglais. J'étudiais seul à la bibliothèque. J'ai grandi dans cette privation, me débrouillant seul, endurant silencieusement et mûrissant par moi-même. Je ne le ressentais pas, je l'acceptais juste comme mon destin. Ce n'était pas seulement une négligence matérielle. J'ai grandi en manquant d'affection aussi. Mes parents ne m'ont jamais serré dans leurs bras quand je pleurais, ne m'ont jamais félicité pour mes bonnes notes. Tu dois être indépendant. Ne sois pas un fardeau, disait souvent mon père. Je me souviens être rentré de l'école après avoir été intimidé, le visage enflé. Ma mère a juste jeté un coup d'œil. Gère ça toi-même. Ne rapporte pas, Matteo était différent. Une larme de lui et toute la famille se précipitaient pour le réconforter. J'ai commencé à travailler tôt pour subvenir à mes besoins et contribuer à la famille comme un devoir évident. À 15 ans, je lavais la vaisselle dans un restaurant jusqu'à tard, envoyant de l'argent à la maison. Voici 50 $. Utilisez-les, maman et papa, disais-je. Même quand j'étais affamé, ils le prenaient sans merci, le traitant comme attendu. Dans ces années sombres, grand-père Antonio était le seul qui m'abritait, m'écoutait et reconnaissait ma valeur. Il ne m'a jamais vu comme un fardeau ou un échec. Ces après-midi dans le garage, il m'a appris non seulement sur les voitures, mais sur la vie. Tu as ta propre valeur, Steven. Ne laisse personne te faire douter de cela. Il me nourrissait. Me laissait dormir quand mes parents se disputaient et m'encourageait toujours. Tu feras de grandes choses. Je crois en toi. Quand il était malade, je suis resté à ses côtés jusqu'à la fin, tenant sa main. Merci, mon petit-fils, a-t-il chuchoté et j'ai pleuré à chaudes larmes. Maintenant assis dans la voiture, je serrai le volant fermement, le remerciant silencieusement. Merci, papy. Tu m'as sauvé. Les larmes coulaient à nouveau,
mais cette fois c'étaient des larmes de gratitude. J'ai continué à conduire dans un état de choc et de clarté, comprenant qu'à partir de ce moment, ma vie ne serait plus l'histoire d'un homme abandonné. Les rues de San Antonio semblaient maintenant fraîches. La lumière du soleil doré et brillante, les klaxons agréables à l'oreille. J'ai pensé à l'avenir. Acheter une maison, démarrer une entreprise, ou juste vivre sans souci. Je me suis arrêté dans un café, j'ai commandé un café noir chaud et je me suis assis pour réfléchir. Cet argent n'était pas pour être gaspillé. Mon grand-père l'avait économisé toute une vie. Je devais l'utiliser judicieusement. Mais d'abord, j'avais besoin de respirer, de digérer cette vérité. La vie avait changé en une seule matinée. Qui l'aurait cru? Je suis resté assis dans le café longtemps, regardant les gens passer derrière la vitre, mon café refroidissant progressivement sur la table. Mon cœur battait encore des chiffres énormes que mon grand-père m'avait laissés, mais j'essayais de rester calme. Je ne pouvais pas précipiter les choses. D'abord, j'avais besoin d'un endroit stable où vivre. Plus de sommeil dans la voiture ou d'inquiétude d'expulsion. J'ai ouvert mon téléphone, cherché des biens immobiliers et décidé d'utiliser une petite partie de l'héritage pour acheter un modeste appartement en périphérie de San Antonio. Rien d'extravagant, juste confortable. Une chambre, une petite cuisine, un balcon donnant sur un parc. Cela coûtait environ 150 000 $, une somme que je n'aurais pas osé rêver auparavant. J'ai contacté l'agent, signé le contrat rapidement, et en quelques jours, j'avais les clés de l'appartement. En entrant pour la première fois, la faible odeur de peinture fraîche persistante, les planchers en bois poli brillant, je suis resté figé dans le salon. C'était ma maison. Pas de dette, pas de propriétaire difficile. Je me suis effondré sur le canapé, les larmes coulant sur mon visage de pure joie. Pour la première fois depuis des années, j'avais un endroit stable où vivre, un endroit qui m'appartenait vraiment. Mais je ne me suis pas arrêté là. Avec mes années d'expérience en logistique, j'ai décidé de démarrer une entreprise de logistique à petite échelle. Utilisant ce que je savais pour tracer ma propre voie, j'ai repensé à mes jours en tant que gestionnaire dans l'ancienne entreprise, aux erreurs qu'il faisait. Maintenant je ferai les choses différemment, mieux. J'ai utilisé une autre partie de l'argent pour enregistrer l'entreprise, la nommant Morale Logistique en hommage à mon grand-père. Le premier bureau n'était qu'un garage loué bon marché en périphérie avec de vieux bureaux et des ordinateurs d'occasion. J'ai acheté 2 camions d'occasion et les ai réparés pour les rendre opérationnels. Les premiers jours ont été un véritable défi. Je devais presque tout gérer moi-même. Appeler des clients potentiels, négocier des contrats, coordonner les livraisons, même conduire les camions quand les chauffeurs étaient occupés. Je me réveillais à 5 heures du matin, vérifiais la cargaison, puis conduisais partout dans la ville pour faire des livraisons. Une fois, une expédition a été retardée à cause de la circulation, le client a appelé furieux. Quel genre d'entreprise dirigez-vous? Si tard et tout est ruiné. Je me suis excusé abondamment, et conduit des itinéraires supplémentaires moi-même pour compenser, et suis rentré chez moi à minuit, le corps épuisé. Il y a eu des moments où je pensais ne pas pouvoir continuer. Le loyer du garage, les salaires des chauffeurs, les coûts de carburant, tout s'accumulait et les clients étaient rares. Je m'allongeais dans mon lit, l'esprit tourbillonnant. Ai-je fait une erreur? Même avec l'argent de papy, si l'entreprise échoue, tout cet effort et ce temps seront perdus, et j'aurai l'impression de l'avoir laissé tomber. Mon cœur battait d'inquiétude. Le sommeil venait par intermittence, hanté par des cauchemars de l'effondrement de l'entreprise. Je craignais de gâcher cette seule chance de voler de mes propres ailes. Mais je n'ai pas abandonné. Puisant dans la résilience que j'avais construite après des années à être bousculé dans mon ancien travail, j'ai appris à persévérer. J'ai amélioré le service, suivant les expéditions avec une application simple, assurant une livraison à temps et offrant des réductions aux clients fidèles. Progressivement, les clients sont passés de quelques petits magasins à des entreprises de taille moyenne. Après ces mois exténuants, l'entreprise s'est régulièrement stabilisée. J'ai acheté plus de camions, embauché plus de personnel, un chauffeur, une secrétaire, puis construit une équipe opérationnelle efficace. Les revenus sont passés de quelques milliers les premiers mois à des dizaines de milliers. Je me souviens du jour où j'ai signé mon premier gros contrat avec une usine de fabrication. Mon cœur battait d'excitation en signant. Puis j'ai poussé un soupir de soulagement quand tout s'est bien passé. L'entreprise s'est installée dans une croissance durable, non pas grâce à l'argent abondant, mais grâce à la persévérance et aux leçons du passé. Je supervisais toujours les choses personnellement,
mais maintenant j'avais plus de temps pour respirer. La vie a tourné une nouvelle page, mais j'ai choisi de vivre simplement et tranquillement. Pas d'étalage de richesse, pas de changement d'apparence extérieure. Je portais toujours de vieilles chemises, conduisais des camions quand c'était nécessaire, mangeais simplement. Je ne voulais pas que quiconque sache que j'étais riche, craignant les regards indiscrets ou les opportunistes. L'appartement modeste me donnait un sentiment de sécurité que je n'avais jamais eu. Rentrer le soir, allumer des lumières chaudes, cuisiner un repas simple, lire des livres d'affaires. Je pensais à mon grand-père. Papy, j'utilise l'argent judicieusement. Le travail s'est installé dans un rythme régulier, les revenus stables, et je me sentais assez loin de ma famille pour recommencer en paix. Pas de contact avec mes parents ou Matteo, plus de pensée à leur sujet. Le passé était le passé. Maintenant il était temps de vivre pour moi-même. Mais la vie n'est jamais paisible pour toujours. Un jour, alors que je travaillais au bureau en vérifiant les horaires de livraison sur l'ordinateur, ma secrétaire a frappé. « Patron, 3 personnes sont là pour vous voir. Ils disent qu'ils sont de la famille. » Mon cœur a raté un battement. Une mauvaise prémonition a monté. J'ai regardé à travers la porte vitrée. Mes parents, Carlos et Rosa, ainsi que Matteo, debout dans le hall avec des expressions sévères. Ils portaient des vêtements ordinaires, mais leur posture montrait qu'ils n'étaient pas là pour une visite décontractée. L'atmosphère s'est immédiatement tendue. Les employés chuchotaient entre eux, les yeux attirés vers eux. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme malgré le choc et le manque d'accueil. « Montrez-leur la salle privée », ai-je dit à la secrétaire, ma voix stable. Je ne voulais pas d'une scène devant le personnel. J'avais besoin de maintenir au moins certaines limites pour moi-même. Ils sont entrés dans la salle privée, la porte s'est fermée, l'air lourd comme du plomb. Mon père s'est assis le premier, ma mère à côté de lui, Matteo appuyé contre le mur avec un demi-sourire. Leur attitude était complètement différente d'avant. Pas la colère explosive de la nuit où ils m'ont mis à la porte, mais une attitude froide et calculée, comme s'ils s'étaient préparés soigneusement. Je me suis assis en face d'eux, les mains serrées sous la table, le cœur battant d'anticipation. « Maman, papa, Matteo, de quoi s'agit-il » ai-je demandé, ma voix calme mais sur mes gardes. Mon père a parlé le premier, son ton égal mais tranchant. « Nous avons reçu une lettre de confirmation légale de l'avocat de ton grand-père. Nous savons tout, Steven. Tu es le seul bénéficiaire de tous les actifs d'Antonio. Nous n'avons aucun droit. » Ma mère a continué, me fixant intensément. « Tu l'as bien caché. Des millions de dollars, de l'immobilier, des investissements, tout a été laissé. » Matteo est intervenu sarcastiquement. « Grand frère, tu as touché le gros lot, hein? Cette entreprise, le nouvel appartement, tout ça grâce à l'argent de papy. » Je suis resté assis silencieusement, les émotions montant, la colère de leur apparition soudaine, l'inquiétude de ce qu'ils voulaient. Mais je suis resté composé, ne révélant rien. Ils ont commencé à remettre en question l'origine et l'ampleur des actifs de mon grand-père. Mon père a demandé, où papy a-t-il eu tout cet argent? Un mécanicien avec des millions? Y avait-il quelque chose de louche? Ma mère a ajouté, papy t'a favorisé depuis l'enfance, mais les actifs appartiennent à la famille, n'est-ce pas? J'ai expliqué brièvement. Il a investi judicieusement au cours de sa vie. Tout est légal. Le testament est clair. Mais ils n'écoutaient pas, passant rapidement à leur demande principale. Tu dois diviser les actifs également avec nous et Matteo. C'est ton devoir en tant que fils dans la famille. Si tu ne partages pas, tu es ingrat. Matteo a hoché la tête. Exactement, frérot. Je suis ton frère de sang. Je mérite une part. Ne nous blâme pas si tu refuses. Mon cœur battait plus fort, la tension montait. C'était le vrai test. J'ai refusé fermement, ma voix stable. Non, c'était le souhait clair de grand-père préparé légalement il y a longtemps. Ce n'est pas quelque chose à négocier ou à diviser basé sur des sentiments. Il m'a choisi pour ses propres raisons, et je respecte cela. Mon refus a déclenché une colère féroce. Mon père a claqué la table. Tu es égoïste, ingrat. Nous t'avons donné la vie, t'avons élevé. Maintenant tu trahis la famille. Ma mère a gémi. Tu penses que tu peux tout garder et vivre en paix? La famille devrait penser les uns aux autres. Partage un peu avec Matteo, avec nous.
Qu'est-ce que ça te coûte? Matteo s'est joint moqueusement. Pour qui te prends-tu, riche maintenant? Alors tu tournes le dos à la famille? Cette trahison est inacceptable. J'ai tenu bon, refusant de céder malgré le barrage. Mon cœur battait la chamade. La sueur a perlé. Mais je n'ai pas crié en retour, j'ai juste répété. C'était la décision de grand-père. Je ne peux pas la changer. La réunion s'est terminée dans un silence lourd. Ils se sont levés, les visages rouges. Avant de partir, mon père a émis un avertissement. Ce n'est pas fini, Steven. Nous n'abandonnerons pas facilement. Tu le regretteras. Matteo a souri. Attends juste. Ils sont sortis en trombe, la porte claquant, me laissant assis là avec un vague malaise. Que ferait-il ensuite? Répandre des rumeurs? Poursuivre en justice? Ma vie paisible était maintenant menacée, et je savais qu'une tempête arrivait. Dans les jours suivant cette réunion, j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais l'anxiété persistait comme un fantôme. Je vérifiais les emails, les horaires de livraison, rencontrais les employés, tout comme d'habitude, mais mon esprit était agité. Mon cœur s'emballait chaque fois que le téléphone sonnait, craignant un appel de mes parents ou de Matteo. Et puis la vraie tempête a frappé. Mes parents ont commencé à répandre des rumeurs, les faisant circuler par des amis communs, des parents éloignés, même sur les réseaux sociaux. Steven a saisi tous les actifs de grand-père, coupant la famille pour en profiter seul. Il disait à tout le monde, leur voix pleine de ressentiment fin. Je l'ai entendu d'une vieille connaissance qui a appelé, Steven, j'ai entendu dire que tu as pris tout l'argent de papy et que tu n'as pas partagé avec tes parents. Comment as-tu pu être si cruel? Je suis resté silencieux, j'ai raccroché, mais ma poitrine s'est serrée. Ces rumeurs se sont répandues comme un virus dans la communauté mexicaine de San Antonio, où tout le monde est connecté par des liens familiaux. Matteo n'est pas resté sur la touche. Il a sali ma réputation professionnelle, semant le doute sur ma crédibilité et mon éthique parmi les contacts de l'industrie. Matteo travaillait dans une entreprise de transport voisine avec un vaste réseau. Il a appelé mes partenaires, envoyé des messages. Faites attention avec Steven Moral. Il a saisi l'héritage familial. Il n'est pas digne de confiance. Je le savais parce qu'un client de longue date a appelé pour demander, Steven, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles tu as des problèmes familiaux, que tu as pris l'argent de grand-père. Est-ce vrai? Je m'inquiète pour nos contrats. J'ai expliqué brièvement. Ce ne sont que des rumeurs. L'entreprise fonctionne normalement. Mais ma voix tremblait, remplie d'inquiétude nerveuse. Les rumeurs se sont répandues rapidement comme une traînée de poudre sur de l'herbe sèche. Certains clients ont hésité. Les contrats ont été retardés. Laissez-moi y réfléchir, disait-il prudemment. Mon entreprise a vacillé malgré l'absence de preuves concrètes contre moi. Les revenus ont chuté, les employés chuchotaient dans mon dos, le patron a-t-il des ennuis? Je m'allongeais dans mon lit tard le soir, mon esprit tourbillonnant, le cœur battant. Que veulent-ils? Détruire mon entreprise. Face à cette vague d'attaques, j'ai choisi le silence. Pas d'explication, pas d'argument, je savais que parler dans le chaos ne ferait que déformer davantage la vérité. Il tordrait mes mots, me faisant passer pour quelqu'un qui cherche des excuses. J'ai décidé de laisser la justice parler d'elle-même, croyant que le temps prouverait la vérité. Mais l'attente était un enfer. Chaque matin, je me réveillais et vérifiais les emails, craignant des avis d'annulation. Je me rappelais les années de favoritisme à la maison. Matteo toujours défendu, moi injustement grondé. Maintenant ils utilisaient la même tactique, mais à plus grande échelle. Je marchais dans le parc près de chez moi, essayant de respirer profondément. Mais l'inquiétude s'accrochait fermement. Je dois être fort, me disais-je, serrant la lettre de grand-père dans ma poche, la dernière bouée de sauvetage. Bientôt, mes peurs sont devenues réalité. Un matin, ma secrétaire m'a remis une épaisse enveloppe. Patron, c'est une assignation à comparaître. Mon cœur a raté un battement. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Les plaignants étaient mes parents exigeant la redistribution de l'ensemble de la succession de grand-père. Ils me poursuivaient au tribunal civil réclamant la moitié des actifs, des millions de dollars, de l'immobilier, des investissements. Steven Moral a injustement saisi l'héritage familial. La plainte disait, pleine de langage émotionnel sur le devoir filial et la piété.
Je me suis effondré sur ma chaise, l'esprit vide. L'anxiété a monté. Un procès? Un jugement? Je n'avais jamais eu affaire à des questions juridiques, maintenant face à mes propres parents. J'ai immédiatement appelé un avocat recommandé par un ami, Monsieur Ramirez, un spécialiste des successions. Steven, ne t'inquiète pas. Nous avons des preuves solides, a-t-il dit. Mais ma voix tremblait encore. Que feront-ils au tribunal? Mentir? Les semaines de préparation ont été un cauchemar. J'ai rassemblé des documents, le testament de grand-père, les lettres d'héritage de la banque, les dossiers de transfert. L'avocat Ramirez les a examinés. Très solide, Steven. Le testament te désigne comme unique bénéficiaire. Complètement légal. Mais je m'inquiétais. Le sommeil était agité. Hanté par des rêves du procès. Mes parents pleurant. Matteo souriant. Le juge statuant contre moi. Mon cœur s'emballait chaque fois que je pensais à la date du tribunal. J'évitais les gens, me concentrais sur le travail, mais les revenus continuaient de chuter. Les rumeurs persistaient. Un partenaire majeur a annulé un contrat. Désolé, Steven, mais j'ai entendu parler de tes problèmes familiaux affectant ta réputation. J'ai serré les dents et enduré, mais la douleur était profonde. Le procès a eu lieu dans une atmosphère tendue au tribunal de district de San Antonio. Une grande salle d'audience avec des bancs en bois poli, le juge assis haut avec une expression sévère. Je portais un costume noir, assis à côté de mon avocat, le cœur battant comme un tambour. Mes parents et Matteo étaient assis de l'autre côté, les visages froids. Leur avocat, un homme trapu d'âge moyen nommé Monsieur Vargas, s'est levé le premier. Il a fait à plusieurs reprises des arguments émotionnels, se concentrant sur le devoir filial et la piété. Votre honneur, Steven Moral a agi avec ingratitude en gardant tous les actifs. C'est un héritage familial. Il devrait être divisé également entre les parents et le frère. Il est égoïste, trahissant son propre sang, a témoigné mon père, la voix tremblante faussement. Ma mère a pleuré, cela me brise le cœur, votre honneur. Comment mon fils a-t-il pu faire cela? Matteo a ajouté, il a toujours été jaloux de moi, utilisant maintenant l'argent pour se venger. Je suis resté assis à écouter. Le sang me montant au visage rempli d'inquiétude nerveuse. Le juge a hoché la tête. Les gens chuchotaient, vont-ils le croire? Quand ce fut notre tour de répondre, l'avocat Ramirez s'est levé, la voix calme, mais tranchante. Il a clairement présenté les preuves juridiques. Votre honneur, ceci est un dossier d'héritage valide, désignant Steven Moral comme unique bénéficiaire. Toutes les procédures ont été complétées correctement bien avant la mort d'Antonio. Il a soumis les documents, le testament notarié, les dossiers bancaires. Le juge les a examinés et a hoché la tête. Mais le point culminant est venu quand j'ai ajouté la lettre manuscrite de grand-père Antonio. Je me suis levé, les mains tremblantes en la remettant. Votre honneur, c'est une lettre que mon grand-père a écrite à la main, expliquant pourquoi il m'a laissé les actifs. L'avocat l'a lu à haute voix ligne par ligne. Steven n'a jamais été faible. Il n'a juste jamais eu une famille juste. J'ai vu le favoritisme envers Matteo, l'indifférence et la négligence que Steven a enduré pendant des années. Cet héritage est pour protéger mon petit-fils, pas pour être divisé. La salle est tombée dans le silence. Mes parents sont devenus pâles. Matteo a baissé les yeux. Le juge a lu la lettre attentivement, les yeux plissés. Après avoir examiné toutes les preuves et confirmé la légalité du testament ainsi que la lettre, le tribunal a statué complètement en ma faveur, rejetant toutes les réclamations de mes parents. Le testament est légal. Il n'y a aucune base pour la redistribution, a dit le juge, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse, puis frappant le marteau avec un bruit sourd retentissant, comme une affirmation finale. J'ai poussé un long soupir de soulagement, les larmes coulant sur mes joues, non pas de tristesse ou de déception, mais d'un soulagement accablant, comme si un lourd fardeau avait enfin été levé. Mes parents ont quitté la salle d'audience, le visage cendré, les épaules voûtées, sans me jeter un coup d'œil comme si mon existence n'était plus qu'une insignifiance embarrassante. Matteo m'a lancé un dernier regard noir, les yeux pleins d'hostilité et de promesses. Ce n'est pas fini. Mais je m'en fichais. J'ai juste souri faiblement, serrant fermement la main de l'avocat Ramirez. Merci. Vous m'avez sauvé. En sortant du tribunal, le soleil brûlant de San Antonio m'a fait plisser les yeux,
mais mon cœur semblait plus brillant que jamais, comme une nouvelle aube après une longue tempête. Les médias ont rapidement couvert l'affaire, explosant comme une bombe dans la communauté locale. Les journaux locaux ont publié des articles proéminents avec des titres sensationnels. Un fils gagne un procès contre ses parents pour un héritage. La lettre manuscrite du grand-père expose le favoritisme familial. Ils ont exposé la vérité en détail, me justifiant avec des citations de la lettre et des dossiers judiciaires tout en décrivant mes parents comme motivés par le favoritisme, manipulateurs et abandonnant leur enfant quand il n'y avait plus d'avantage à gagner. Un autre article intitulé « La famille morale, une triste histoire d'injustice interne » décrivait clairement comment le grand-père avait observé et documenté l'injustice que j'endurais depuis des années. Les gens appelaient pour me féliciter sans arrêt. « Steven, tu avais raison. La justice a enfin prévalu. » L'entreprise s'est rétablie rapidement. Les anciens clients sont revenus avec des excuses. De nouveaux contrats ont afflué comme si les rumeurs précédentes n'étaient qu'un nuage sombre qui s'était dissipé. Je me suis assis dans mon bureau en lisant les nouvelles sur mon téléphone, le cœur battant d'émotion, me sentant à la fois fier et ému de voir mon nom mentionné comme un symbole de résilience. Face à ce résultat, j'ai compris que ce n'était pas seulement une victoire juridique. C'était la frontière finale me séparant d'un passé douloureux, affirmant ma valeur par une vérité indéniable plutôt que par des défenses faibles ou des supplications. Ce soir-là, je me suis assis seul à la maison en tenant la lettre de mon grand-père, l'écriture familière comme un murmure du passé et j'ai murmuré « Merci, papy. Tu m'as donné cette force. » La vie avançait en douceur, mais maintenant j'étais plus fort que jamais, prêt à affronter tout défi à venir. Pourtant, au fond de moi, une vague inquiétude persistait. S'arrêterait-il vraiment? La tempête était-elle vraiment passée, ou n'était-ce que le calme avant une autre attaque? Après avoir gagné le procès, j'ai cru une fois que tout était enfin terminé. Le procès était terminé. Les médias en avaient parlé, et mon entreprise commençait à se rétablir. C'étaient des signes clairs que ma vie pouvait revenir sur une voie normale. Je suis retourné chez Moral Logistique, et tenu des réunions avec les employés, signé de nouveaux contrats, me sentant plein d'énergie. Tôt le matin, je me réveillais à 6 heures, préparais du café noir, vérifiais les horaires de livraison. Aujourd'hui sera bon, me disais-je, regardant depuis le balcon de l'appartement alors que le chaud soleil de San Antonio entrait. Les clients appelaient pour me féliciter. « Steve, j'ai lu les nouvelles. Tu es vraiment fort. » Les revenus remontaient. Les employés discutaient et riaient joyeusement. Je pensais avoir enfin trouvé la paix. Plus de rumeurs. Plus de procès. Mais la vie n'est pas si simple. Cette vague inquiétude s'est avérée être une prémonition exacte. Quelques semaines plus tard, mes parents ont commencé à revenir, mais plus avec des rumeurs ou des actions en justice. Ils sont passés à une tactique plus sophistiquée et persistante. Un harcèlement constant comme de l'eau qui goutte sans fin, usant mon esprit petit à petit. Au début, c'est venu de manière inattendue. Un matin, alors que j'étais au bureau en train de vérifier des factures, ma secrétaire a frappé. « Patron, il y a une Madame Rosa Moral ici pour vous voir. » Mon cœur a raté un battement. Ma mère. Je l'ai invitée à entrer en essayant de rester calme, mais ma main serrait fermement le stylo. Elle est entrée, les yeux rouges et larmoyants, s'est assise avec un air plein de remords. « Steven, mon fils, j'avais tort. Tout avant n'était qu'un malentendu. Je le regrette tellement. Reviens dans la famille. » Elle sanglotait, divaguant sur les temps difficiles, la mauvaise santé de papa, les problèmes de travail de Matteo. J'écoutais, mon cœur battant de nervosité. Était-ce réel ou un stratagème? J'ai secoué la tête. Maman, le passé est fini. J'ai ma propre vie maintenant. Mais elle ne s'est pas arrêtée, attrapant mon bras. Tu es mon fils. Pardonne-moi. J'ai refusé fermement. Ma voix, calme et résolue. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Grand-père a fait ce choix, et je le respecte. Son attitude a changé instantanément des pleurs aux reproches. Tu es ingrat. Tu as déchiré la famille. À cause de toi, tes parents souffrent. Elle a crié, les larmes maintenant de colère, puis est sortie en trombe, claquant la porte. Je suis resté assis là à halter, la sueur coulant. Ce n'était que le début. Dans les jours qui ont suivi, ils se sont relayés pour se présenter à l'entreprise. Un jour, papa est venu, la voix tremblante.
Steven, je suis vieux maintenant. J'ai besoin de mon fils à mes côtés. Oublie tout. Partage juste un peu d'argent avec Matteo. J'ai refusé et il est passé aux reproches. Tu es la cause de tout ça. Si tu n'étais pas si égoïste, la famille serait heureuse. Matteo s'est joint aussi, arrivant avec un faux sourire. Grand frère, j'avais tort. Prête-moi de l'argent. Je ne t'embêterai plus. Mais quand j'ai secoué la tête, il a ricané. Tu penses que tu peux échapper? Nous sommes du même sang. Le harcèlement ne s'est pas arrêté au travail. Ils ont commencé à envahir ma vie privée, trouvant constamment des moyens de me joindre. Mon téléphone sonnait toute la nuit. Des messages de maman, mon fils, tu me manques. De papa, réfléchis bien. De Matteo, tu le regretteras. J'ai bloqué les numéros, mais ils en utilisaient de nouveau. Ils se présentaient à la porte de mon appartement en frappant à minuit. Steven, ouvre. Nous devons parler. Je regardais par le Judas, le cœur battant de peur, mais je n'ouvrais pas. Ces nuits-là, je ne mangeais ni ne dormais plus bien. Allongé dans mon lit, l'esprit tourbillonnant avec leurs accusations. Sommeil agité et rempli de cauchemars du passé. Papa me mettant à la porte. Les fausses larmes de maman. Le sourire de Matteo. J'ai perdu du poids. Des cernes sous les yeux, vivant toujours dans la tension. Comme si le fantôme de la famille me suivait partout. J'ai essayé d'endurer, pensant que le silence les ferait abandonner. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Le pic est venu quand ils ont interrompu à plusieurs reprises mes réunions externes avec des partenaires. La première fois, je rencontrais un client important dans un café pour discuter d'un contrat de transport. Soudain, papa est apparu attendant derrière la vitre, puis est entré au milieu de la conversation. Steven, mon fils, parlons un peu. Le client a eu l'air surpris. J'ai rougi. Papa, je suis en réunion, plus tard. Mais il l'a ignoré, s'est assis à la table et a divagué. Mon fils est riche maintenant, mais abandonne ses parents. L'atmosphère est devenue tendue. Le client m'a regardé avec suspicion et a mis fin à la réunion plus tôt. Je vais y réfléchir. Je suis rentré chez moi tremblant de colère et d'embarras, le cœur battant. Une autre fois, maman s'est présentée à une réunion au restaurant, sanglotant en public. Mon fils, comment as-tu pu m'abandonner? Mon partenaire, un homme d'âge moyen, avait l'air mal à l'aise. Steven, problème de famille. Je ne veux pas être impliqué dans un drame. Ce contrat a failli tomber à l'eau. Matteo était pire. Il attendait sur le parking après une réunion, criant « Grand frère, partage l'argent, ou tu veux que je le dise à tout le monde ?» Les conséquences ont été graves. Les relations d'affaires ont beaucoup souffert. Les clients ont hésité. Steven, j'ai entendu dire que ta famille cause des problèmes. Ça commence à affecter ta réputation. Les revenus ont chuté à nouveau. Les employés chuchotaient, le patron continue de se faire harceler. Le travail et la vie étaient progressivement érodés. Même si je n'avais rien fait de mal, je me sentais épuisé, assiégé de toutes parts, nerveux et anxieux chaque fois que je sortais, craignant qu'il n'apparaisse à tout moment. Réalisant que le silence et la patience ne faisaient qu'aggraver les choses, j'ai été forcé de prendre la décision la plus douloureuse de ma vie. Demander une ordonnance restrictive contre mes propres parents. La pensée me tourmentait, m'empêchant de dormir pendant des nuits. Ils étaient mon sang, les gens qui m'avaient donné la vie, même si leur amour avait toujours été biaisé et blessant. Mais maintenant ils me détruisaient jour après jour, heure après heure, transformant la vie que j'avais travaillé si dur pour construire en enfer. Je m'allongeais dans mon lit, fixant le plafond sombre, le cœur battant de conflits intérieurs. Qu'est-ce que je fais? Poursuivre mes propres parents? Mais si je ne le fais pas, ils continueront et je m'effondrerai. Les souvenirs d'enfance ont afflué. Papa m'apprenant à faire du vélo. Maman cuisinant des repas maigres, mais mélangés à des réprimandes injustes et à de la négligence. Je savais que si je n'agissais pas, je perdrais tout. L'entreprise, ma santé et moi-même. Finalement, après une nuit blanche, j'ai pris le téléphone et appelé l'avocat Ramirez, la voix tremblante. Avocat, j'ai besoin d'une ordonnance restrictive contre mes parents. Il a fait une pause, puis a accepté. D'accord, Steven, mais nous avons besoin de preuves solides. C'est sérieux. Le tribunal l'examinera attentivement.
J'ai rassemblé les preuves soigneusement, comme construire un dernier mur de protection. D'abord, les messages de harcèlement. Des centaines de mes parents et de Matteo, de « S'il te plaît, mon fils, reviens », à des menaces, « Tu le regretteras ». Je les ai tous imprimés, organisés par date, les mains tremblantes en relisant les mots venimeux. Ensuite, les vidéos de sécurité du bureau. Papa faisant irruption en criant « Tu es ingrat ». Maman sanglotant devant les employés, Matteo souriant à l'extérieur de la porte. Je les ai regardés encore et encore, le cœur battant de honte et de colère. Mon personnel avait tout vu. Certains m'évitaient même par peur. J'ai recueilli des déclarations de leur part. La secrétaire a écrit « Madame Rosa est entrée en criant, perturbant le travail ». Un chauffeur a raconté « Monsieur Carlos a bloqué mon camion sur le parking en demandant après le patron ». Même de partenaires, un propriétaire d'entreprise a envoyé un email « Votre famille a interrompu notre réunion ». Cela m'a mis dans une position délicate. Chaque fois que j'en rassemblais plus, je m'arrêtais pour reprendre mon souffle, l'anxiété montant. Que penseront les gens? Un fils poursuivant ses parents. Que dira la presse? Un fils millionnaire renie sa famille. J'imaginais des gros titres locaux sensationnels. Des amis chuchotant dans mon dos. Des parents éloignés me fuyant. Les regards critiques de l'extérieur feraient mal. Mais je l'ai accepté parce que je n'avais pas d'autre choix. Si je ne les arrêtais pas, ma vie se briserait complètement. Une fois le dossier complet, j'ai soumis la pétition. L'audience a été rapide. Le juge a examiné les documents, entendu ma déclaration. Ils me harcèlent constamment, affectant mon travail et ma santé. Pas de représentants de leur côté. Peut-être pensaient-ils que je n'oserais pas. Le juge a hoché la tête, fait une pause, puis a statué. Le tribunal accorde l'ordonnance restrictive. M. Et Madame Carlos et Rosa Moral, ainsi que Matteo Moral, ont interdiction d'approcher ou d'interférer de quelque manière que ce soit dans la vie et le travail de Steven Moral. Pas d'appel, pas de proximité, pas de message ou tout contact. Les violations entraîneront des amendes ou un emprisonnement. Le marteau a frappé sèchement, j'ai expiré de soulagement, mais j'ai ressenti des émotions mitigées. Libéré enfin, mais vide parce que c'était la rupture finale des liens du sang. J'ai quitté le tribunal avec les papiers en main, le soleil brillant à l'extérieur aveuglant, mais mon cœur se sentant creux. Quand cette présence familière mais toxique a disparu, j'ai ressenti un vide mêlé de soulagement, comme si un long cauchemar s'était terminé, mais avait laissé un vaste vide. Mon téléphone est devenu complètement silencieux. Plus de messages à minuit, plus d'appels suppliants ou menaçants. Le bureau a retrouvé la paix. Les employés discutaient à nouveau confortablement. Plus d'ombre d'eux à l'extérieur des fenêtres ou sur le parking. Je dormais mieux, ne me réveillant plus en sursaut aux sonneries. Je mangeais bien sans que le stress ne tue mon appétit. Le travail s'est rétabli rapidement avec de nouveaux contrats affluents. Les clients appelaient, Steven, les choses sont calmes maintenant. Faisons des affaires. Mais le vide persistait, se cachant dans les moments calmes seuls. Après tout, ils étaient ma famille. Les souvenirs douloureux de l'enfance faisaient toujours partie de moi. Je m'étranglais, me demandant, que ai-je perdu pour gagner cette paix? J'ai compris que parfois pour se protéger, il faut couper même les relations appelées famille, même si cela fait mal comme couper la chair. Je me suis assis sur le balcon de l'appartement, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de San Antonio en rouge, une brise fraîche portant l'odeur fraîche de l'herbe, et j'ai chuchoté pour moi-même, j'ai fait ce qu'il fallait. C'était la seule façon de continuer à vivre. Mais la vie est longue, et je sais que cette paix peut être fragile. Qui sait ce que l'avenir nous réserve, mais au moins maintenant je suis libre d'y faire face. Après l'entrée en vigueur de l'ordonnance restrictive, la vie s'est progressivement stabilisée à nouveau. Comme une rivière retournant à son cours calme après une inondation, je pouvais me concentrer pleinement sur le travail sans être distrait par des accusations ou de fausses larmes. Le bureau de morale logistique semblait maintenant être l'endroit le plus sûr pour moi. Les appels téléphoniques venaient de clients, pas de mes parents. Les employés discutaient et riaient librement. Ne chuchotant plus sur le drame familial du patron, j'ai poussé un soupir de soulagement. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment maître de ma vie, je consacrais plus de temps à l'entreprise, supervisant personnellement chaque projet et client. Avant, les problèmes familiaux avaient toujours détourné mon attention. Mais maintenant les choses étaient différentes. Tôt le matin,
J'étais le premier à arriver au bureau, préparais du café pour tout le monde, puis m'asseyais pour revoir les horaires. Aujourd'hui, nous avons une livraison à l'usine en périphérie. Assurez-vous que ce soit à l'heure, disais-je au chauffeur, ma voix confiante. J'appelais personnellement les partenaires, négociais les contrats, conduisais même les camions quand nous manquions de personnel. Je sentais clairement l'initiative et le contrôle que je n'avais jamais eu auparavant. Plus opprimé ou mendiant quoi que ce soit. Un après-midi, après avoir signé un contrat majeur avec une chaîne de supermarchés, je me suis assis à mon bureau en regardant par la fenêtre, le cœur battant de joie. Je l'ai fait, ai-je pensé, me rappelant les premiers mois difficiles où l'entreprise a failli faire faillite par manque de clients. Maintenant les revenus étaient stables. L'équipe était passée à 10 personnes et je me sentais fier. Grand-père devait sourire de là-haut. Mais la vie n'est pas que le travail. Après des mois de solitude, j'ai commencé à réaliser que j'avais besoin de plus. Quelqu'un avec qui partager, pas pour l'argent ou le statut. Et puis Isabella Cruz est entrée dans ma vie de manière inattendue comme une brise fraîche dans un désert brûlant. C'est arrivé lors d'une réunion de partenaires dans un restaurant pour discuter d'un contrat de transport. Le restaurant était un endroit élégant au centre-ville de San Antonio avec un éclairage doré chaud et la faible odeur de nourriture italienne. Je suis arrivé tout habillé d'un costume noir soigné attendant avec un verre d'eau sur la table. Mon partenaire, Monsieur William de la compagnie d'importation est arrivé avec son assistante, une jeune femme aux longs cheveux noirs attachés soigneusement, portant une robe de bureau simple mais élégante. Voici Isabella Cruz, mon assistante, a présenté Monsieur William joyeusement. Je lui ai serré la main, sentant sa douceur mais aussi sa fermeté. Ravi de vous rencontrer, ai-je dit normalement, mais mon cœur battait un peu plus vite. Pour une raison quelconque, son regard calme ne portait aucun jugement comme beaucoup d'autres. Alors que la discussion d'affaires se déroulait, j'ai prêté plus d'attention à Isabella. Nous avons parlé des horaires d'expédition depuis le Mexique, des coûts et des délais. Monsieur Williams parlait le plus, mais Isabella n'intervenait que lorsque c'était nécessaire. Calme, vive, mais jamais tape à accent grave l'œil. Selon le rapport, cet itinéraire pourrait économiser 10% de coûts en évitant les heures de pointe, a-t-elle dit uniformément, se concentrant purement sur le contenu et l'efficacité, complètement désintéressée par des choses comme mon argent ou mon statut. J'ai hoché la tête, impressionné. Bonne idée. Essayons. Tout au long de la réunion, elle a pris des notes soigneuses, posé des questions précises sans fioriture. Pour la première fois depuis des années, je me sentais respecté en tant que partenaire égal, pas à cause de la fortune que grand-père m'avait laissée. La réunion s'est terminée en douceur. Nous nous sommes serrés la main pour dire au revoir, mais les yeux d'Isabella ont flashé un sourire léger et sincère. Après cette réunion et quelques brefs échanges liés au travail, Isabella m'a contacté par email pour confirmer les détails du contrat. Steven, concernant l'itinéraire, je suggère les changements ci-joints, a-t-elle écrit, incluant un fichier Excel clair. J'ai répondu, et progressivement ces emails sont devenus un peu plus longs. Merci, Isabella. Excellente suggestion. Je réfléchis davantage à ce point, ai-je écrit. Puis un court appel. Bonjour, c'est Steven. À propos de l'expédition de la semaine prochaine. Qu'en pensez-vous? Sa voix au téléphone était chaleureuse, sans hâte. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais quelqu'un me parler comme à un partenaire égal. Pas de sondage, pas de curiosité sur mon passé ou ma richesse soudaine, pas de questions sur le procès familial, pas de sarcasme sur mes richesses, juste du pur travail et du respect. Mon cœur s'emballait chaque fois que je voyais un email d'elle, un mélange de nervosité et d'espoir. Dans les jours qui ont suivi grâce aux interactions liées au projet, j'ai eu plus de chance de me connecter avec Isabella. Nous nous sommes rencontrés au bureau du partenaire pour discuter des détails. La première fois était dans un café voisin. Elle est arrivée avec un carnet et un ordinateur portable assis en face de moi. Steven à propos des coûts de carburant. Je l'ai calculé comme ça, a-t-elle dit en pointant l'écran. J'ai écouté et progressivement la conversation a bifurqué. Depuis combien de temps êtes-vous assistante, ai-je demandé naturellement. 3 ans. J'aime ce travail parce que j'apprends, a-t-elle répondu, les yeux s'illuminant. Chaque réunion me laissait soulagé, comme si le travail n'était plus seulement une pression, mais un espace sûr. Je me souviens de la fois où nous avons inspecté une expédition à l'entrepôt ensemble. Elle portait une veste en jean, m'a aidé à compter l'inventaire sans se soucier de la saleté, en riant. Steven, cette caisse est trop lourde.
J'ai ri aussi, mon cœur se réchauffant. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une vraie connexion. D'échanges purement professionnels, nous avons progressivement partagé plus sur nos visions de la vie, nos choix personnels et les valeurs que nous chérissions tous les deux. Un après-midi après une réunion, nous nous sommes attardés au café en parlant de livres. J'aime lire sur le développement personnel, a dit Isabella, les yeux pétillants. Et vous? Je lui ai parlé de grand-père sans entrer dans l'héritage, disant juste, il m'a appris que la valeur réside dans la persévérance, pas dans l'argent. Elle a hoché la tête. Je suis d'accord. J'ai grandi dans une famille en difficulté, donc je valorise l'indépendance. Nous avons partagé des loisirs. Elle aimait cuisiner de la nourriture mexicaine. J'ai parlé du garage automobile de grand-père. Chaque conversation était profonde, jamais superficielle. Je me sentais nerveux avant chaque rencontre, inquiet de dire quelque chose de mal, mais elle me mettait toujours à l'aise. Nos sentiments ont grandi lentement mais sûrement. Pas dramatique ou précipité. Pas de coup de foudre, juste des rencontres devenant plus fréquentes du travail au café puis aux promenades dans le parc. Le premier rendez-vous privé, je l'ai invitée à dîner dans un petit restaurant au bord de la rivière. Isabella, voudriez-vous dîner? Pas lié au travail, ai-je demandé, la voix tremblante. Elle a souri. Oui. Ce soir-là, nous avons parlé de rêves. Elle voulait étudier davantage la gestion. J'ai partagé sur l'entreprise, les mains se touchant, mon cœur battait la chamade, un sentiment de sécurité qui m'avait manqué depuis des années revenant en force. Je me souvenais des nuits solitaires d'avant, portant tout seul. Maintenant quelqu'un écoutait sans jugement. Progressivement, je me suis ouvert davantage, me permettant pour la première fois de croire que je méritais une relation saine après des années de solitude et d'autonomie. J'ai parlé à Isabella de mon passé. Pas de détails sur l'argent, juste le favoritisme familial. J'ai été abandonné une fois, ai-je dit, la voix étranglée. Elle m'a tenu la main. Tu es si fort, Steven. Je suis fier de toi. Ces mots ont guéri comme un médicament. Nous passions les week-ends ensemble, promenade sur la plage, film, cuisine. Les sentiments ont mûri, et quand ils ont été assez profonds, nous avons décidé de nous fiancer. Pas par pression ou extravagance, pas de grande fête, juste une bague simple et des promesses. Je veux être avec toi, a-t-elle dit. Je l'ai serré dans mes bras, le cœur battant de bonheur, je suis entré dans ce nouveau chapitre de la vie avec une rare tranquillité, croyant avoir enfin trouvé l'espoir du vrai bonheur. Plus hanté par le passé, j'ai tout préparé, planifié un petit mariage, sentant la vie brillante à nouveau. Mais alors, lors d'un rendez-vous tardif, tout a changé. Ce soir-là était un vendredi soir ordinaire, mais en y repensant maintenant, cela ressemblait à une bombe à retardement qui avait été plantée il y a longtemps. Isabella et moi étions fiancés depuis 2 mois, et nous étions dans la phase la plus heureuse. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous planifions un mariage simple, invitant seulement quelques amis proches, le tenant dans un petit jardin en périphérie de San Antonio avec des fleurs fraîches et de la musique douce. Je lui ai acheté une bague, un anneau en or blanc avec un petit diamant. Rien de tape à accent grave l'œil parce qu'Isabella disait toujours qu'elle préférait la simplicité. Steven, je n'ai pas besoin de quelque chose de grandiose, juste toi, avait-elle chuchoté alors que je glissais la bague à son doigt. À ce moment-là, mon cœur battait d'émotion. C'était comme si la vie me compensait enfin pour toutes les années solitaires. Je passais les week-ends à préparer, choisir des fleurs, essayer des costumes, même apprendre à cuisiner ses plats mexicains préférés comme surprise. Le travail chez Moral Logistique restait stable, mais je lui consacrais plus de temps. Promenade du soir, appel tardif, partage de rêves sur l'avenir. Nous aurons une petite maison avec un jardin et peut-être un enfant. Je rêvais à voix haute et elle souriait. J'adorerais ça, Steven. Je croyais que c'était le véritable amour sans calcul, sans exploitation, la chose même que j'avais désirée depuis des années. Mais alors ce rendez-vous est arrivé. Nous avions prévu de nous rencontrer dans un petit bar au bord de la rivière, notre endroit habituel avec de la musique jazz douce et un éclairage doré chaud. J'avais l'intention d'arriver tôt, mais le travail est intervenu. Une expédition urgente a été retardée, et le client a appelé en criant. « Steven, les marchandises doivent arriver ce soir », criait-il au téléphone. J'ai dû rester au bureau pour coordonner les chauffeurs et revérifier les itinéraires. Le cœur battant d'inquiétude, j'ai envoyé un texto à Isabella.
Je serai en retard de 20 minutes. Désolé, mon amour. Elle a répondu rapidement. Pas de problème. J'attendrai. J'ai poussé un soupir de soulagement, conduit précipitamment au bar, la sueur battant encore sur mon front d'avoir couru partout. Au moment où je suis arrivé, il faisait nuit noire dehors. La rivière scintillait sous les lampadaires. Je me suis garé, suis entré avec un sourire prêt, voulant la surprendre. Isabella était déjà là, assise dans notre coin habituel dos à la porte, tenant son téléphone et parlant à quelqu'un. Je me suis approché tranquillement, marchant légèrement sur le plancher en bois, prévoyant de l'enlacer par derrière et de chuchoter, surprise. L'atmosphère était douillette, du jazz doux jouait, la faible odeur de vin dans l'air. Mais alors, à quelques pas de là, je me suis figé complètement comme transformé en glace. La voix d'Isabella passait clairement au téléphone. Pas forte, mais audible dans l'espace calme. Ouais, je l'ai déjà accroché. Attends juste un peu plus longtemps. Après notre mariage, j'aurai un contrôle total sur lui. Ensuite, nous pourrons progressivement accéder à cette énorme fortune qu'il détient. Ne t'inquiète pas, il me fait complètement confiance. Pas de soupçon du tout. Elle a ri doucement, son ton froid et calculateur, totalement différent de la douce Isabella que je connaissais. Mon cœur battait la chamade, le sang me montait aux oreilles. Le monde autour de moi s'est brouillé. Qui était à l'autre bout? Et était-ce moi? Je suis resté figé, agrippant une chaise voisine pour ne pas m'effondrer. À ce moment-là, j'étais engourdi. Pas d'une colère explosive comme quand mes parents me grondaient, mais d'une vérité trop glaciale, trop cruelle. La relation que je croyais la plus sûre, la plus authentique, avait été construite sur le calcul et l'exploitation. Isabella, la femme que j'aimais, celle avec qui je prévoyais de passer ma vie, n'était qu'un pion dans un plan pour tout saisir. Les larmes piquaient le coin de mes yeux, mais je n'ai pas pleuré. J'ai seulement ressenti une douleur profonde se propageant de ma poitrine à tout mon corps. Les souvenirs ont afflué au ralenti. Nos premières rencontres au bureau, son sourire calme, nos conversations sur la vie, tout cela vu maintenant sous un jour différent, plein de suspicions. Depuis combien de temps m'approchait-elle? Pour l'argent, me demandais-je, le cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. Le bar ressemblait maintenant à une scène de théâtre. Des rires d'autres tables résonnant au loin. La colère a monté comme un raz-de-marée. Je voulais me précipiter, la confronter, crier pourquoi, mais la raison l'a rapidement supprimée. Je savais que la confronter maintenant lui permettrait de tout nier, de le déformer. Je plaisantais juste, mon amour, ou, tu as mal entendu, et de me peindre comme paranoïaque et jaloux sans cause. Elle était intelligente, vive. Elle pouvait facilement retourner la situation, me faisant douter de moi-même. Je me suis tenu la respirant profondément pour rester calme, reculant dans l'ombre pour observer. Quand Isabella a mis fin à l'appel et empoché son téléphone, elle a regardé autour d'elle avec désinvolture. J'ai délibérément fait du bruit comme si je venais d'arriver. Une légère toux sortant de l'entrée avec un sourire forcé. Mon amour, je suis là. Désolé pour le retard. Elle s'est retournée instantanément, changeant d'attitude, affichant un sourire chaleureux, se levant pour m'enlacer. Voix douce. C'est bon. Je viens d'arriver aussi. Assieds-toi. Je vais te commander un verre. Elle a agi comme si de rien n'était, m'embrassant légèrement sur la joue, les yeux pétillants comme toujours. J'ai joué le rôle du petit ami normal parfaitement, même si mon cœur commençait à se fissurer comme du verre brisé à l'intérieur. Je me suis assis, j'ai commandé une bière, discuté de la journée. J'étais tellement occupé aujourd'hui, une expédition urgente. Elle a hoché la tête, me tenant la main. Tu as travaillé dur. Je suis fier de toi. Chaque mot d'elle coupait maintenant comme un couteau. Mais j'ai joué sans faille, souriant, demandant comment s'était passée sa journée, plaisantant même sur le mariage à venir. À l'intérieur, mon esprit tournait. Elle joue la comédie, et moi aussi. Mon cœur battait de tension, la sueur perlant sur mon dos, mais je ne montrais rien. Le rendez-vous s'est terminé par un baiser d'adieu. Elle est partie la première, et j'ai conduit chez moi dans l'obscurité, les larmes coulant de manière incontrôlable. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, me tournant et me retournant dans mon lit, assemblant tout comme un film en noir et blanc. Dès la toute première rencontre, elle était l'assistante du partenaire, s'approchant naturellement par le travail, les conversations devenant intimes,
elle écoutant toujours, toujours solidaire. Était-ce tout planifié? Pensais-je, mon cœur douloureux. Et puis j'ai réalisé qu'Isabella n'agissait pas seule. Qui avait le motif le plus clair pour m'atteindre? Exploiter mes sentiments pour saisir les actifs. Personne d'autre que mes parents et Matteo. Ils avaient perdu au tribunal. L'ordonnance restrictive bloquait le harcèlement direct, mais ils pouvaient utiliser quelqu'un d'autre. Une femme belle et intelligente comme Isabella. Depuis combien de temps planifie-t-il cela? Je me suis assis, j'ai allumé la lumière, notant chaque détail. Notre première rencontre a eu lieu juste après la fin du procès quand les médias ont rapporté l'héritage. Trop coïncident. Un frisson m'a parcouru l'échine. L'anxiété a monté. Si c'était vrai, cette trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Dans les jours suivants, j'ai observé tranquillement au lieu de confronter directement. Je ne voulais pas l'alerter. J'avais besoin de preuves solides avant d'agir. Je rencontrais toujours Isabella comme d'habitude, jouant le fiancé heureux, envoyant des fleurs, appelant pour dire bonne nuit. Mais à l'intérieur, je regardais tout. J'ai vérifié mon historique d'appels sans piratage, juste en me rappelant, remarquant qu'elle mettait souvent fin aux conversations tôt certains jours. J'ai décidé de la suivre pour la première fois de ma vie, me sentant comme un détective de cinéma, mais la douleur était bien plus réelle. Un soir, après avoir dit bonne nuit au téléphone, j'ai conduit près de la maison de mes parents, le vieux quartier que j'avais longtemps évité. Je me suis garé loin, assis dans le noir, le cœur battant nerveusement, craignant d'être découvert. Le vent de la nuit était froid. Les chiens aboyaient au loin. Et puis j'ai vu Isabella arriver prudemment, emmitouflée dans un manteau lourd, regardant autour d'elle avant d'entrer chez mes parents. Elle est restée longtemps, plus de 2 heures, la lumière du salon flamboyante. Quand elle est partie, se dépêchant vers sa voiture, je savais que sa connexion avec mes parents n'était pas aléatoire, mais une collusion préparée de longue date. Faisait-elle un rapport? Pensais-je, serrant le volant fermement, les larmes piquant mes yeux. Mais j'avais besoin de preuves plus fortes. Au cours des jours suivants, j'ai continué la surveillance, dormant peu, l'esprit constamment tendu. Je faisais semblant d'être occupé par le travail pour la voir moins souvent, mais gardais le contact pour éviter les soupçons. Puis un après-midi, je l'ai suivi près de chez Matteo, l'appartement qu'il louait en périphérie, que je connaissais. Je me suis garé loin, utilisant des jumelles que j'avais achetées à la hâte, regardant depuis le siège conducteur. Mon cœur battait de nervosité, craignant d'être repéré comme un criminel. Et puis je l'ai vu de mes propres yeux. Isabella apparaissant avec mon frère dans des gestes intimes, main dans la main, partageant un baiser passionné avant d'entrer dans la maison. Ils riaient et s'enlaçaient comme de vrais amants sans hésitation. À ce moment-là, la douleur n'était plus un vague soupçon, mais une trahison complète et aiguë, comme un couteau poignardant profondément. Elle ne complotait pas seulement pour les actifs. Elle trompait mes émotions, m'exploitant sous tous les angles. Faux amour avec moi tout en étant vraiment l'amante de Matteo. Mon cœur s'est brisé. Les larmes coulaient, mais je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis figé dans la voiture. En regardant de loin à travers le pare-brise embué, j'ai réalisé que je n'avais jamais tenu une vraie place dans cette relation. Tout ce que j'appelais amour, les baisers, les murmures, les projets d'avenir, n'étaient qu'une partie d'un complot de saisie orchestré par ma propre famille de sang. Mes parents et Matteo avaient utilisé Isabella comme un outil s'approchant de moi quand j'étais le plus vulnérable. Après le procès et l'ordonnance restrictive, la colère a monté aux côtés de la douleur. Les souvenirs de rencontres avec elle ressortaient maintenant clairement. Comment elle posait intelligemment des questions sur l'entreprise et les finances. Comment elle évitait de parler de son propre passé. Tout n'était que mensonge. Je suis rentré chez moi cette nuit-là avec des larmes brouillant les rues, ayant l'impression que le monde s'était effondré une fois de plus. Mais cette fois, je n'étais pas désespéré, seulement dans la douleur et déterminé à trouver un moyen d'y mettre fin. Les rues tardives de San Antonio étaient désertes. Les lampadaires jaunes faibles projetaient des traînées de lumière solitaire reflétant l'agonie qui me rongeait de l'intérieur. Je serrais le volant fermement, mes articulations blanches de tension, essayant de rester calme et de garder la voiture stable. L'image d'Isabella embrassant Matteo repassait dans mon esprit comme un film d'horreur. Son sourire, leurs gestes intimes, tout maintenant visiblement cru sous le masque de la tromperie. Comment ont-ils pu, ai-je chuchoté pour moi-même, la voix étranglée. Ce n'était pas seulement la trahison d'Isabella. Ma propre chair et mon sang.
Mes parents et Matteo avaient orchestré cela depuis le début, l'utilisant comme un outil pour m'atteindre et saisir l'héritage de grand-père. La douleur de la trahison se mêlait à une humiliation indescriptible comme une blessure profonde qui ne s'arrêterait pas de saigner. Je me suis arrêté sur le bord de la route un moment, respirant profondément, essuyant les larmes avec ma manche. Ça doit finir, me suis-je dit. Je ne pouvais pas les laisser continuer à me manipuler. Je ne pouvais pas vivre dans le soupçon et la douleur pour toujours. J'ai décidé de prendre l'initiative et de les confronter avec un seul but. En finir, une fois pour toutes. Les heures qui ont suivi ont été un enfer. Je suis rentré à l'appartement, et jeté mes clés sur la table et me suis effondré sur le canapé, l'esprit tourbillonnant. J'ai sorti la pile de photos que j'avais prises pendant les jours de surveillance. Preuve claire de leur collusion. Les clichés flous sous les lampadaires. Isabella entrant prudemment chez mes parents, restant des heures. Puis les plus clairs, elle et Matteo main dans la main, s'embrassant passionnément devant chez lui sous la faible lumière. Chaque photo coupée comme un couteau, mais maintenant elles étaient mes armes. Mon cœur battait d'anxiété alors que je me demandais, que vais-je dire? Comment réagiront-ils? J'imaginais la confrontation, mes parents niant, Matteo souriant, mais je n'avais plus peur. La douleur s'était transformée en force, une détermination froide. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, restant éveillé, assemblant tout. De la première rencontre avec Isabella par le travail à la façon dont elle s'est progressivement immiscée dans ma vie, ses questions intelligentes sur les actifs de l'entreprise. Tout était planifié, un schéma sophistiqué par ma famille puisqu'il ne pouvait pas m'approcher directement à cause de l'ordonnance restrictive. À quel point pensait-il que j'étais stupide, pensais-je, la colère montant. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, et préparé du café noir fort, mis une chemise propre et conduit jusqu'à la maison de mes parents. La vieille rue que je pensais autrefois être mon dernier refuge, maintenant juste un souvenir douloureux. L'itinéraire familier semblait lourd. Chaque tournant me rappelait le passé. Je me souvenais d'avoir été mis à la porte cette nuit-là, les larmes coulant dans le noir. Maintenant je revenais non pour mendier, mais pour en finir. Mon cœur battait plus vite en tournant dans la rue. Des maisons délabrées, les mêmes lampadaires jaunes faibles qu'avant. Je me suis garé devant, et pris plusieurs respirations profondes, tenant la pile de photos comme un bouclier. Reste calme, Steven, me suis-je dit, sortant de la voiture avec des jambes plus stables que jamais. Portant la douleur de la trahison et une humiliation indescriptible. Humilié d'avoir fait confiance, de m'être ouvert après tant de blessures, j'ai poussé la porte et suis entré dans la maison. L'odeur familière de nourriture m'a frappé. Tortilla et café, mais maintenant cela ne faisait que me donner la nausée. Mes parents et Matteo étaient assis dans le salon, murmurant en conversation, complotant probablement leur prochain mouvement. Quand je suis entré, ils se sont figés visiblement, la surprise claire sur leur visage. Papa s'est arrêté avec sa tasse de café. Les yeux de maman se sont écarquillés. Matteo a souri mais l'a rapidement caché. Je savais qu'ils avaient parlé de moi, dit Isabella, ne s'attendant jamais à ce que je me présente maintenant, comme un fantôme du passé revenant pour la justice. L'atmosphère de la pièce s'est instantanément tendue comme une corde sur le point de claquer. Papa a parlé le premier, la voix feignant la surprise. Steven, pourquoi es-tu là si soudainement? Et l'ordonnance restrictive. Maman a ajouté, les yeux détournés. Mon fils, tu m'as tellement manqué, mais pourquoi es-tu là? Matteo s'est penché en arrière dans sa chaise, souriant. Grand frère, ici pour s'excuser. Où l'ordre a-t-il expiré? Quoi que tu veuilles, dis-le. Nous sommes occupés. Je me tenais au milieu de la pièce, la main serrant les photos dans ma poche, le cœur battant nerveusement, mais la voix stable. Je suis ici pour en finir avec tout. Plus besoin de tourner autour du pot. Ils ont échangé des regards, les expressions passant de la surprise à la lassitude. Sans attendre plus, j'ai tiré une chaise et me suis assis face à eux, exposant sans détour toute la chaîne de manipulation et d'exploitation. Je sais tout. Comment vous avez planté Isabella pour m'approcher par le travail, dirigeant progressivement la relation, feignant l'affection pour exploiter mes sentiments. Le but ultime? M'épouser, gagner le contrôle, puis saisir étape par étape les actifs de grand-père. Isabella n'était pas une coïncidence. Elle était votre outil. Mes mots ont explosé comme une bombe. La pièce est tombée dans le silence un instant. Puis mes parents ont nié farouchement, les visages rougissants. Papa a claqué la table.
Tu es fou, Steven? Paranoïaque. Isabella, nous ne savons rien de cette fille. Tu es traumatisé et tu imagines des choses. Maman s'est jointe, la voix perçante mêlée de sanglots. Mon fils, comment peux-tu penser si mal de tes parents? Nous voulions juste que tu reviennes dans la famille. Quelle exploitation? Tu as coupé les liens pour l'argent et maintenant tu inventes des mensonges pour justifier ta conscience. Matteo a ri bruyamment en moquerie. Grand frère, tu as toujours été méfiant et faible depuis l'enfance. Maintenant que tu es riche, tu penses que tout le monde en veut à ton argent. Isabella t'aime pour de vrai, ou inventes-tu une conspiration pour nous abandonner? Ils attaquaient sans relâche, les mots coupant comme des couteaux essayant de retourner la situation, me peignant comme délirant. Mon cœur battait plus fort, la colère montant, mais je n'ai pas laissé les émotions prendre le dessus. Je me souvenais des nuits de surveillance, la douleur de voir Isabella avec Matteo. Non, je n'avais pas tort. Je n'ai pas argumenté davantage, n'ai pas crié en retour ou défendu longuement. Au lieu de cela, j'ai silencieusement sorti les photos de ma poche et les ai claquées sur la table. Les photos se sont éparpillées. Isabella entrant prudemment chez mes parents tard le soir, partant après 2 heures, les cheveux ébouriffés et la plus claire, elle et Matteo main dans la main, s'embrassant passionnément devant chez lui sous de faibles lampadaires. Expliquez ça, ai-je dit froidement. La pièce a plongé dans un silence lourd comme l'air avant une tempête. Les visages de mes parents et de Matteo sont devenus pâles, les yeux écarquillés d'horreur. Tous leurs démentis précédents maintenant vides et absurdes. Papa a bégayé, c'est faux. Tu as photoshopé ça. Mais sa voix tremblait, peu convaincante. Maman a couvert sa bouche, les larmes coulant, cette fois réelles, pas fausses. Matteo a baissé les yeux, ne souriant plus, le visage rouge de honte d'avoir été pris. Acculés sans issue, ils sont passés à blâmer tout sauf eux-mêmes. Papa a soupiré faiblement. Steven, la vie est injuste, fils. Nous sommes pauvres, noyés sous les dettes. Nous voulions juste garder ce qui devrait appartenir à la famille. Grand-père t'a laissé l'argent, mais nous sommes du même sang. Nous méritons une part, non? Maman a pleuré. Je ne voulais pas ça, mais Matteo a besoin d'argent pour des investissements. Ton père est malade. Nous avons juste pensé à un moyen. Nous ne t'aurions pas fait de mal. Matteo a marmonné la tête basse. Frère, tu nous as suivis. Il divaguait sur la pauvreté, la vie dure, comment la société les poussait au bord du gouffre, comme si cela justifiait la trahison. J'écoutais, mais ne croyais rien, réalisant que pendant des années ils avaient été prêts à me sacrifier pour leur propre gain. De l'enfance, favorisant Matteo, me négligeant, utilisant maintenant le faux amour pour voler. Que pensez-vous que je suis? Un pion à exploiter? Pensais-je, la douleur mêlée au mépris. Je me suis levé, la voix résolue. Assez. Je serai celui qui mettra fin à cette relation. Pas avec haine ou vengeance. Je ne suis pas comme vous. Mais en coupant tous les liens émotionnels, juridiques et de vie à partir de maintenant. Pas de contact, pas d'approche, pas d'utilisation de qui que ce soit pour me manipuler. Isabella, je m'en occuperai séparément. Quant à vous, vivez avec vos choix. Il fixait, les visages cendrés, silencieux, peut-être sous le choc ou sachant qu'il n'avait plus d'option. Sans attendre de réaction, pas besoin de fausses excuses ou de supplications finales, je me suis retourné et suis parti, ressentant à la fois de la douleur et du soulagement, descendant le porche d'un pas ferme alors que le vent de la nuit frappait mon visage comme un accueil vers la liberté. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sec, laissant derrière elle une famille mise à nu par la vérité. Des gens confrontés enfin aux conséquences de leur propre choix. J'ai conduit dans la nuit, les larmes coulant à nouveau, mais plus amères, juste une libération. Les rues vides passaient. J'ai pensé à grand-père. Il avait tout prévu, et maintenant j'étais assez fort pour avancer. Mais la douleur persistait comme une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. Dans les jours suivant cette confrontation, je me suis senti comme si je venais d'émerger d'un long cauchemar sans fin. Mon corps épuisé, mais mon esprit étrangement clair et alerte. Je n'ai pas attendu longtemps pour mettre fin complètement à la relation avec Isabella. Le lendemain matin, je l'ai appelée, ma voix plus calme que je ne m'y attendais moi-même. Isabella, rencontrons-nous. Je sais tout. Elle est restée silencieuse un moment sur la ligne, puis a accepté de se rencontrer à notre café habituel,
l'endroit où nous avions eu nos conversations les plus sincères. Quand je suis arrivé, elle était assise là avec une expression composée, ne portant plus le doux sourire ou les yeux pétillants. J'ai placé la pile de photos sur la table sans dire grand-chose. J'ai tout vu. Toi et Mathéo, toi visitant la maison de mes parents. Tout était planifié. Mon cœur battait de nervosité, attendant sa réaction. Pleurerait-elle, trouverait-elle des excuses, ou crierait-elle des démentis? Mais non. Une fois qu'elle a su que j'avais toute la vérité, elle n'a pas pris la peine de justifier ou de nier quoi que ce soit. Tous les masques sont tombés dans le silence. Elle m'a juste regardé, les yeux froids, et a hoché la tête. Alors finissons en. Pas d'excuses, pas de supplications, juste une acceptation froide, comme une transaction échouée. Je me suis levé et suis parti sans regarder en arrière, ressentant un mélange de soulagement et de nausée d'avoir aimé une illusion. Je n'ai pas prolongé la conversation ni cherché des excuses, car pourquoi s'excuser quand tout n'était qu'un mensonge depuis le début? J'ai compris que certaines relations doivent simplement se terminer, sans drame ni théâtre. J'ai bloqué son numéro, supprimé tous les messages et photos partagés, et jeté la bague de fiançailles à la poubelle sans hésitation. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur le balcon, regardant les étoiles scintiller, mon cœur encore douloureux, mais plus tourmenté. J'ai appris une leçon coûteuse, ai-je pensé, me rappelant les faux rendez-vous et les baisers qui se révélaient maintenant clairement comme des outils. Cette douleur m'a rendu plus éveillé, mais elle m'a aussi fait me demander, oserais-je un jour faire confiance à nouveau à quelqu'un? Après cela, j'ai pris une décision résolue. Vendre l'appartement, transférer l'entreprise et clore le chapitre sur tout ce qui était lié à la vie douloureuse et litigieuse à San Antonio. L'appartement, autrefois ce que je pensais être ma première vraie maison, ne me rappelait plus que des nuits blanches dues au harcèlement familial et des soirées avec Isabella que je savais maintenant être des mensonges. J'ai contacté un agent immobilier et l'ai vendu à un bon prix sans regret. Morale logistique, l'enfant chéri que j'avais construit à partir de mon expérience d'entrepôt, était devenu un fardeau de souvenirs. Contrats affectés par les rumeurs, réunions interrompues par l'apparition de mes parents. J'ai rencontré les employés et expliqué brièvement, je dois recommencer à zéro. L'entreprise sera transférée à un partenaire fiable. Tout le monde recevra son salaire complet et des bonus. Ils ont été surpris. Certains étaient tristes. Patron, pourquoi si soudainement? J'ai souri amèrement. Parfois, la vie a besoin d'un changement. Le transfert s'est déroulé en douceur. J'ai gardé assez d'argent pour vivre et investi le reste en toute sécurité comme grand-père me l'avait appris. Mon cœur battait de nervosité en signant les derniers papiers, ayant l'impression de couper le dernier lien avec le passé. J'ai quitté le Texas et déménagé à Cannon Beach, en Oregon, une petite ville côtière que j'avais découverte par hasard dans un vieil article où personne ne savait qui j'étais ni ne se souciait de mon passé. La décision était soudaine mais juste. Le Texas ne contenait plus que des souvenirs douloureux, la famille, Isabella, le procès, tout. J'ai conduit à travers le pays avec un minimum de bagages, quelques vêtements, mon ordinateur portable et le coffre de grand-père comme un trésor. Le long voyage a traversé de vastes champs, des montagnes majestueuses, et la brise marine salée s'est engouffrée dans la voiture alors que j'approchais de l'Oregon. Mon cœur battait d'excitation et de peur, craignant la solitude dans un nouvel endroit, mais avide de liberté. Cannon Beach m'a accueilli avec le fracas rythmé des vagues, des rivages sablonneux sans fin et un air frais si différent de la chaleur étouffante de San Antonio. J'ai loué une petite maison en bord de mer avec des murs en bois rustique et des fenêtres donnant sur l'océan où je pouvais entendre les vagues chaque nuit sans être hanté par le passé. Là, j'ai ouvert un petit café simple, juste assez pour vivre, assez pour la paix. Le voyant comme un moyen de repartir de zéro, mais avec un état d'esprit complètement différent. Pas une grande entreprise comme la logistique, juste un endroit au bord de la route nommé Antonio Esbro. En hommage à grand-père, j'ai utilisé l'argent restant pour acheter de l'équipement. Une vieille machine à expresso, des tables et des chaises en bois simple et quelques peintures de l'océan sur les murs. Les premiers jours ont été difficiles, apprenant à faire des lattes, torréfiant des grains, accueillant les clients avec un sourire. Nouvel endroit? Bonne chance, a dit une femme âgée locale le jour de l'ouverture. Mon cœur battait de peur de l'échec, mais progressivement les clients réguliers ont augmenté. Pêcheurs tôt le matin, touristes en fin d'après-midi. Je gérais tout moi-même, ressentant une simplicité que je n'avais jamais connue auparavant. Plus de réunions stressantes. Plus de soucis de contrat. Chaque matin, j'ouvrais le café moi-même,
préparait le premier café pour moi et accueillait les clients avec un calme que je ne possédais pas auparavant. La lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres. L'arôme du café remplissait l'air, et le bruit lointain des vagues arrivait. « Café noir ?» demandai-je à un pêcheur régulier, souriant légèrement. Il hochait la tête comme toujours, « Patron. » Ces moments étaient simples mais significatifs. Je n'étais plus le riche Steven Traquet, juste un propriétaire de café amical dans une petite ville. Les soirs après la fermeture, je marchais souvent le long de la plage, écoutant les vagues. Sentant le rythme lent de la vie et réalisant que je n'étais plus étiré par les responsabilités, les attentes ou le contrôle de qui que ce soit. Sable doux sous les pieds, brise marine salée. Je m'arrêtais pour regarder le coucher de soleil et penser à ce que j'avais traversé. Perdre mon travail, l'héritage, le procès, les trahisons. J'ai survécu, chuchotais-je, le cœur chaud de fierté. Ma nouvelle vie était libre de relations toxiques, libre de lutte ou de défense, juste la paix et la maîtrise de soi que j'avais payé cher pour gagner. Pas de famille harcelante, pas de fausse Isabella, pas d'entreprise à haute pression, juste le café, l'océan et des jours de liberté. Je lisais plus de livres, apprenais la guitare, rejoignais même un club de course local. « D'où venez-vous » a demandé un nouvel ami. J'ai souri. De loin, mais c'est chez moi maintenant. Mon cœur me faisait encore mal parfois en me rappelant le passé, mais la douleur s'est estompée progressivement comme les vagues effaçant les empreintes dans le sable. Un après-midi, regardant le lever du soleil sur la plage, le soleil se levant sur l'horizon, peignant l'eau en rouge, je me suis assis sur un rocher, réfléchissant à tout, réalisant que la famille ou l'amour n'a de valeur que lorsqu'il est accompagné de respect et d'honnêteté. Les liens du sang ou les promesses ne donnent à personne le droit de me manipuler, de m'exploiter ou de me blesser au nom de la parenté. Partir n'était pas fuir. C'était le seul moyen de préserver mon amour-propre et ma clarté. J'ai pensé à mes parents. Ils ont choisi de favoriser Matteo. Choisi la trahison. À Isabella, elle a choisi l'argent plutôt que de vrais sentiments. J'ai choisi moi-même, elle chuchotait, la brise marine emportant les mots. Dès lors, je me suis donné à moi-même et à quiconque ce conseil. N'acceptez pas de relations qui vous obligent à endurer, expliquer ou douter de vous-même simplement parce que vous craignez la solitude. Apprenez à fixer des limites, même avec la famille, car la paix n'est pas quelque chose d'accordé. C'est quelque chose que vous devez protéger vous-même. Je me souvenais des nuits blanches d'inquiétude, des fois où j'avais été insulté et trompé, tout m'apprenant que la solitude est parfois meilleure qu'une relation toxique. Maintenant à Cannon Beach, je vis avec cette paix et elle vaut tout. Vale. Dice, sí, antes de ayer era. Dice, sí, Navarrito no podía. Si hay tormenta eléctrica, estuvo toda la madrugada, Navarrito, toda la madrugada lloviendo. Y con tormenta, amigos. Todo el fucking día. Se recomplica. Mira, este tiene las armaduras de The Blackie, ¿o no? Este tiene armadura. No se complique, Ahí viene un niño. Para que viene el niño. Vale. Necesito organizarme para poco. Ahora sí. El pico acá. Me estoy quedando sin comida y sin pico, pero voy a casa igual. Maldito niño, mira. Este tiene armadura de diamante, ¿qué? De Blackie. Para poquito. Yo no entiendo cómo Easy no se muere, gente. No sé qué onda. Para, Easy, tenés manzana dorada, qué pedos. No tiene sentido. Demasiado pro. Este tiene la armadura de Blackie, no me jodas. No, me están cagando piñas. Me escondo. Vení, monster. Vale. Me escondí. Me escondí insta. Vale. Ahora sí. Sermati fight. Sí. ¡Ojo el niño! ¡Qué asco! ¡Qué asco los niños! Vale. Y no han dropeado llaves, ¿no? No. A mí no me... yo no tengo nada. De Blackie, Sermati fight. Me tengo que correr de acá. Vale, qué lástima, no tengo espadas cantadas, si no sería MacGyver. Vale. Winner, y dice la Master. Ayer sí estaba, ¿viste? Estaba ayer. Buena, Samu, let's go. ¡No! ¿Quién murió? Javito, tira TP, Javito. Tira TP, te pego. Sí, estás ahí. Vení. Para poco. Para poco, Javito, que déjame matar a la Monster. Te abro la cosa, te abro el coso. Ahí está, Javito, corre por tu vida. Corre por tu vida. Yo peleo. Vale, let's go. Están tus cosas acá, Javito, ¿dónde vas? Están todas tus llaves acá. Subí. Ahí tenés las cosas. Vale, menos mal. Uf.
Es que no las quiero agarrar porque yo tengo cosas. Dice la poción, Ita. Chupa poción. ¿Qué poción? No me jodas, ya la chupé, ya está, ya no hay más nada. No tengo más nada. Vale. Me perdí algún mensaje, me parece. A ver, voy a chequear. Dice, acá puedo minimizar mucho más fácil. Dice, Itachi, llevas una puerta de Brown. Me dice, onda, te pasa muriendo y solo tienes para portar un escudo. Ay, no me jodas, no me jodas. Yo no soy tan pro Project. Yo estoy aportando presencia. Es lo único que puedo. Falta la pechera F. Yo tengo una pechera que, no sé, soltó algo. Tomá, tomá. Te doy lo que tengo. Acá tengo una. Mira, mira esto. ¿Esto es tuyo o no? ¿Y esto? No sé, lo soltó el niño. Yo farmé cosas. Vale. Me cagan a piñas. ¿Qué pasó ahora? ¿Y ahora? ¡No! ¿Pero una sola? ¿Les dieron la llave? ¡Sí! ¡Nos dieron! No, pero tomá, Easy, es tuya, Easy. Es de Easy, amigos. Easy me dio la poción. Toma. Vale. Easy, busquemos un cofre, hay que abrirla. 4, dice. ¿4? ¿Vos me estás jodiendo? Solamente la armadura, dice el Monster. Pará, perdí mi armadura, dice. Solamente la armadura. Oh my god, la consiguió. God, amigos, es impresionante. Es el azul, sí, el azul, gente. Es nada que ver a la original, ¿eh? Los cofres solo lo puede abrir una vez por persona. Ah, entiendo, vale. Pero hay 4 llaves. Oh my god, ¿ya la tienen? Yo tengo, ¿dónde estás? De Blacky, tomá, te doy esto. Tomá, de Blacky, te doy algo para que tengas. Vale. Tengo esto nomás, que se lo saqué a un niño. Pero mira, te voy a dar mi casco. Vale, está todo hecho mierda, pero bueno. Y mis botas. Ahí tenés. Comparto lo que tengo de Blacky, para que no sufras. Vale, let's go. Let's go. Vale, estos cofres están God. El azul. Tiene 3 cabezas, gente, la llave. Es una locura. Mira, están armando espacio. Están haciendo como una especie de ritual. Ritual satánico. Yo clavaría unas velas acá. No tengo que lastimar. Yo clavaría unas velas y armo un ritual satánico. Ya. 100%. Vale. Se armó un ritual. Bueno, ¿qué tiene este cofre? A ver. Quiero mirar. Esta no es. Pero igual, quería ver. Tiene esmeralda. Un cubo de esmeralda. Una porquería. Una cosa secreta. Una manzana dorada. Vale. Eso puede ser muy bueno para cuando vayamos a matar al dragón, tiene un montón de diamantes y manzanas comunes. Vale, let's go. ¿Quién lo abre? Amigos? Dale, Easy, abrilo vos. No me jodas. O querés que lo abra yo, como quieras. Abrilo. Dale, let's go. Vale. Agarra, no me jodas.